Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Après un tour d'actualité, place au grand débat sur le thème « Faut-il abattre la Macronie ? Et à quel prix ?» Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un docteur en droit international pénal passé par Yale, le Quai d'Orsay et la Cour pénale internationale. Ce sulfureux et très médiatique avocat est un célèbre défenseur de nos grandes causes. Du lanceur d'alerte des Wikileaks, Julian Assange, aux antivax, en passant par les gilets jaunes. Il a écrit, entre autres, 13 pillards qui est un précis de la Macronie. Pour lui, ces êtres ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Il était venu à Bistro Liberté en 2023 pour la sortie de son livre Coup d'État, qui aurait pu s'appeler Révolution mode d'emploi, car il nous expliquait comment prendre le contrôle des lieux clés pour mener à bien une révolution. Parole, son dernier livre, vient tout juste de sortir. Résumons-nous, c'est l'avocat de nos grandes causes qui veut renverser la Macronie et se présente comme un pro de la rébellion. C'est donc le contradicteur idéal pour parler du tournant politique historique que connaît notre pays. Dans ces 2 passages à Bistro Liberté, il avait franchi à chaque fois la barre des 500 000 vues. Je vous demande d'accueillir Juan Branco. Bonjour Juan. Merci. Voilà, un bel accueil. On est ravis de vous recevoir à nouveau, cher Juan Branco, puisque c'est la 3e fois. Et alors, je vais être tout à fait transparent avec les gens qui nous regardent. Les sociétaires ici présents n'étaient pas, il y a encore 5 minutes, au courant de votre venue, puisqu'on ne leur avait pas donné donc, votre identité, l'identité de l'invité principal. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Parce que justement, c'est exceptionnel qu'on vous reçoive, puisque je crois que vous n'étiez pas à Paris. Vous êtes revenu spécialement pour cette émission. Pourquoi vous êtes revenu ? Parce que le moment est important. Je pense qu'on assiste à une décomposition de la France qui va s'accélérant, que le président de la République semble avoir désiré et souhaité, et qu'on est proche de la fin d'un régime politique et d'un monstre politique qui est né il y a 7 ans maintenant, qui a été fabriqué oligarchiquement, qu'on a pris notre part en fait, dans l'effondrement de cette bête et qu'il est temps de l'achever. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Abattre l'ennemi ». Là, on n'en est plus très loin, alors il faut être attentif à ce que dans ces derniers jours, la chose ne se renverse pas. Alors justement, abattre l'ennemi, abattre la Macronie, c'est le thème du débat de cette émission spéciale dont on va évidemment parler tout au long de cette émission. Mais avant cela, je vais vous présenter, donc c'est la tradition, les sociétaires d'un soir qui vont nous accompagner pour vous interroger puis débattre sans doute entre eux. Alors tout d'abord, je présente mon acolyte, cette fois on l'a mis un petit peu plus loin. C'est Jérémy Marquis, on peut l'applaudir bien fort. Alors Jérémy Marquis, influenceur
Et puis, m'a-t-on dit, tu vas lancer, puisqu'on se connaît bien, tu vas lancer une surprise, je crois, samedi prochain. Samedi prochain, on va lancer un projet. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça va faire pas mal parler, je pense. Voilà. Ça va être à Paris ? Ça sera à Paris, oui, tout à fait. D'accord. Bon, Voilà. bah, écoute, on a hâte de savoir de quoi il s'agit. À tes côtés, mon cher, et puis Charles Mathieu, évidemment, qu'on peut applaudir, puisque c'est lui qui... Il nous a rappelé qu'il était là. Spécialiste des ouvertures de bouteilles juste au moment les plus sensibles en général dans l'émission. À tes côtés, mon cher Jérémy, Romain Maréchal, on est ravis de te retrouver, mon cher Romain, on peut t'applaudir. Merci pour l'invitation. Donc Romain, tu es producteur audiovisuel à la tête d'Épopée. Exactement. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une sorte de partenariat avec TVL, enfin que tu es maintenant C'est ça, dans les locaux, dans les murs. Oh, c'est un grand mot, effectivement. TV Liberté m'a fait confiance en nous demandant de pouvoir exploiter une de nos productions et ce qu'on a fait. Et je crois qu'on a tous été très ravis des conséquences de ce partenariat. Donc oui, c'est un partenariat sur le long terme en devenir. C'est incroyable, j'ai remarqué tout à l'heure dans l'émission, tu as vu ton nom quand même, tu as un lien de parenté, il y a quelqu'un qui s'appelle Marion Maréchal. Il paraît. Il y a un lien de parenté ou pas ? Oui, vous verrez. Donc on peut le je dire pense parce qu'à mon qu'on est avis, vous allez transparent. le deviner très rapidement. Voilà. Ouais. Mais tu n'es pas engagé en politique, en tout cas pas encore. Non, pas du tout. Absolument pas. Moi, je suis entrepreneur et je suis engagé pour faire rayonner la France à travers l'art de l'audiovisuel, justement. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que justement, c'est une question qu'on pose souvent à des enfants liés à des célébrités ou à des noms connus. Voilà. Toi, tu es issu d'une famille, voilà, donc on peut dire qu'elle fait l'actualité en ce moment. Est-ce que c'est pas parfois difficile à porter ? Non, au contraire, je trouve que c'est une très grande école de la vie. Je pense qu'on est je pense qu'on évolue toujours dans l'adversité, jamais dans la complaisance. Et du coup, venir de cette famille, ça a été une très belle école. Puis ça continue d'être une belle école. La famille Mélenchon. C'est ça aussi. Voilà. Ça doit pas être simple pour eux non plus, j'imagine. Chacun porte sa croix. On est ravis de t'avoir avec nous. À mes côtés également, c'est Denis Sieslik. On peut t'applaudir, mon cher Denis. Alors, Denis, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je venais de parler de Marion Maréchal. Toi, tu es un ancien également cadre, puisque tous les deux, maintenant, on peut dire ça, et de Marion Maréchal et toi, tu es un ancien cadre de Reconquête. Et aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Côte à Côte, c'est ça ? Exactement. Tu proposes des entretiens côte à côte. Absolument. Donc bonjour Eric, donc c'est Denis. Oui, Denis, pardon, j'ai dit Pas de Denis, souci, pardon, pas j'ai de osé problème. franciser ton nom. Non, il n'y a aucun problème. Et donc oui, effectivement, on a lancé une chaîne YouTube qui De s'appelle... quelle origine d'ailleurs ? Roumaine et polonaise. D'accord. C'est pas grave, on regarde. Et donc très ancrée en France. Plaisante, bien sûr. Donc oui, c'est une chaîne qui s'appelle Côte à Côte et on invite une personnalité par mois à venir débattre avec des abonnés. Ça change un petit peu des éléments de langage dont on a l'habitude sur un thème en particulier et autour de bons vins et de bons produits du terroir. Bon, en tout cas, voilà, on encourage les gens à aller regarder cette chaîne. Et puis à tes côtés, il était déjà venu à plusieurs reprises. À chaque fois, d'ailleurs, ça a fait pas mal réagir, mais ça prouve l'ouverture d'esprit de TVL. On peut l'applaudir bien fort. C'est Yanis Dalouche. Alors, mon cher Yanis, je demande au public d'être indulgent parce que c'est pas tous les jours facile. Il est militant Nouveau Front Populaire. On peut même dire que tu es militant La France Insoumise. C'est ça. Et à chaque fois, tu n'as pas hésité. Je tiens vraiment à te rendre hommage quand même, à saluer parce que tu viens. En général, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de venir dans les plateaux que nous proposons ici, alors qu'on les invite. Il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon serait ravi. Je parle sous la bénédiction de mon cher directeur général, n'est-ce pas ? Voilà, qui me confirme qu'il serait ravi, mon cher Martial, Bild. Voilà, donc si Jean-Luc Mélenchon acceptait de venir, on sera ravis. Donc tu es engagé aux côtés de cette nouvelle coalition. C'est ça. L'alternative de gauche qui s'est constituée face à l'extrême centre maintenant, qui a considérablement appauvri et relégué la France au rang maintenant de nation, on va dire, presque résiduelle en Europe. Et l'extrême droite maintenant qui s'est convertie quasiment D'accord, au donc toi tu as lancé le logiciel, débat d'entrée. Ok, on va y venir dans un instant. Bon, mon cher Juan Branco, avant de commencer, on va parler un petit peu de sujets d'actualité, mais juste avant, moi j'avais envie de dire justement, puisque vous l'avez dit, vous vouliez revenir eu égard à la situation dans le pays qui est quand même gravissime, mais à titre personnel, avec toutes les affaires que vous avez, à l'heure donc où sera diffusée cette émission, je pense que vous ne serez plus à Paris, donc vous pouvez peut-être en parler librement. Il y avait un risque pour vous ? Oui, enfin, il y a eu ces derniers mois un accroissement, une intensification de la pression sur mon exercice en tant qu'avocat, parce que j'ai représenté des opposants à ce régime de tous bords, et donc j'ai vraiment été aux avant-postes de la répression et de la violence de la répression, qui est parfaitement niée par toute une partie de la société française, la plus bourgeoise en général, et qui se considère la plus modérée, et qui s'indiffère parfaitement des conséquences de cet accroissement de la violence politique et de cette instrumentalisation de l'appareil judiciaire qu'on a vu encore récemment
en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit notre position sur le conflit, avec c'est une sorte de déportation à 17 000 km de son domicile d'une des personnes qui était le leader syndical des luttes qui étaient menées du côté indépendantiste, sous forme de sanctions déguisées, avec un procureur qui prétendait qu'il était parfaitement indépendant et que tout ça, évidemment, n'avait pas été fait sur instruction politique. On avait connu la même situation avec les Grands Frères, qui était un mouvement guadeloupéen d'opposition aux politiques sanitaires pendant la crise du Covid. On avait de la même façon arrêté un certain nombre de jeunes et envoyé sur le territoire français, un peu répartis de Beauvais j'ai essayé de me souvenir, à Moulins, voilà, à la prison de Moulins, où on était allé les défendre, à 6000 km de chez eux, y compris avec des enfants en bas âge, pour en fait leur faire du mal et en réactivant des pratiques qu'on avait abandonnées depuis des décennies. Donc ce rapport aux politiques, là je vous parle des deux extrêmes au sens géographique du terme de la France, mais il y a eu, que ce soit avec les Gilets jaunes après, des personnes comme Alexandre Juvin-Brunet, Jean-Luc Mélenchon que j'ai eu à défendre et d'autres. Oui, vous avez bien connu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Mais je connais bien, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une... Pour moi, je pense que c'est la seule personnalité politique aujourd'hui dans l'espace représentatif, c'est-à-dire parmi les plus visibles, qui a un rapport à la langue française et à la culture française qui fasse que, quoi qu'on pense de ses idées, il y a là quelque chose de valeur qui devrait être un peu plus protégé par la médiocrité journalistique qui tous les jours essaye de l'écraser et de l'humilier. Pour des raisons qui sont impensées, qui sont liées aux instructions. Vous avez vu cette semaine d'ailleurs, on a appris qu'ils allaient faire l'objet d'une consultation de tous les partis de la coalition du nouveau Front Populaire. C'est pas automatique que si jamais Front Populaire obtenait la majorité absolue, ce soit forcément Jean-Luc Mélenchon. C'est normal quand vous avez quelque chose à part, que toute la médiocrité se ligue pour essayer de vous faire tomber. C'est-à-dire que tous les petits apparatchiks là qu'on voit, c'est à qui ? Quelle que soit l'idéologie que l'on a, que ce soit tous les Tondelier, Faure, enfin chaque chef de parti aujourd'hui à gauche, à l'exception de cet homme, est constitué par une série de qualités qui sont l'absence de travail, l'absence de pensée, l'absence de culture, l'absence d'éloquence, qui font qu'à un moment donné, oui, face au monstre qui apparaît avec toute son ampleur, qui fait peur parce que justement, parfois, il prend des positions qui peuvent faire peur de par la puissance qu'il traîne derrière lui, eh bien, ils fassent tout leur possible pour le saborder. Ça, c'est une des choses classiques qui peuvent apparaître dans l'espace politique, mais qui, dans une société comme la française, qui est en train de s'effondrer, s'accélère et explique la médiocrité générale, pour le coup, je pense, transpartisane Vous considérez toujours de gauche, Juan Branco ? Oui, je pense que je me considère largement comme étant d'une gauche qui est assez différente de celle qui est représentée aujourd'hui dans l'espace public, mais qui se bat pour un certain nombre de principes qui sont oubliés et abandonnés, y compris justement une forme de souveraineté populaire, une gauche qui aujourd'hui n'est plus représentée et qui n'est pas, d'ailleurs, ça se retranscrit dans les intentions de vote. Enfin, c'est-à-dire que toutes les classes populaires aujourd'hui se sont déconnectées complètement de la gauche, et on peut le comprendre lorsque l'on voit d'abord qui les représente, et d'autre part, quelles sont les priorités programmatiques et idéologiques qui sont mises au devant de la scène. Mais au-delà de cette question partisane, on voit très bien que le jeu politique tel qu'il existe aujourd'hui ne va pas être résolu par des élections parlementaires. On voit bien en fait que ce qui vient devant nous, quel que soit le résultat de l'élection, sera une forme de chien-lit qui va peu à peu amener un effondrement aggravé, dont chacun va tenter de tirer parti ponctuellement, notamment parce que c'est des professionnels de la politique, mais qui ne va découler sur rien, sinon une radicalisation encore plus importante de la société française et de ses antagonismes. Et donc, nous, on défend une sorte de voie révolutionnaire, mais enfin, moi, je suis plutôt dans l'esprit d'affûter les guillotines que de me dire de placer mes espoirs dans le 30 juin et le 7 juillet. Vous voyez, il y a vraiment une dimension de radicalisation de la lutte qui est provoquée par l'effondrement à la fois partidaire et évidemment politique, c'est-à-dire du gouvernement, qui m'amène à considérer, en effet, pour revenir à ça, que je suis de gauche, mais qu'il y a un besoin de transversalité qui aujourd'hui n'est pas représenté. Vous n'avez jamais voulu vous engager véritablement en politique au sens classique ? Je me suis présenté face à Jordan Bardella quand on avait 27 et 24 ans. C'est assez peu connu, mais on a été sur la même circonscription en 2017. On a fait à peu près le même score, autour de 14%. Je pense qu'il y a eu un demi-point de plus que moi, mais on est arrivé 3e et 4e derrière En Marche et la droite, sur une circonscription qui était Vous l'avez rencontré un petit peu ? Bien sûr, j'ai rencontré quand il avait 23 ans, et j'avais remarqué que j'avais compris en fait ce qui lui permettait d'être si en avance sur son âge. C'était notamment lié à des choses qui ne sont pas forcément perceptibles à la télévision. C'est quelqu'un de très grand et qui a une stature, vous voyez, c'est-à-dire qui en fait tient droit et tient avec une forme d'imposition physique qui fait qu'à 23-24 ans, il ne faisait pas gamin.
voyez, il avait quelque chose, une sorte d'assurance et compagnie qui lui permettait de un peu comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes très grand d'ailleurs. C'est gentil, tout le monde me dit que je suis petit à la télé, mais bon, on va passer sur ce détail. Et il était venu me séduire en disant « Nous sommes les 2 seuls candidats qui avons des idées pour la France, nanana », mais je pense qu'il fait le coup à tout le monde. Et il faisait coller ses affiches c'est très très drôle, par des Roumains qu'il recrutait, parce qu'il n'y avait pas de militants sur la circonscription. Il y avait un petit paradoxe, je pense que c'est pas le seul du candidat. Et donc à 6h du matin, tous les matins, on se retrouvait avec toute la circo saturé d'affiches pour lui, alors qu'il n'y avait pas un militant sur le terrain et qu'on ne savait pas d'où il venait. Et à 8h, c'était vous, sur ces affiches. Et du coup, derrière, on venait coller derrière et on s'était affrontés. Et moi, j'étais allé à Clichy-sous-Bois, parce que c'était notamment la circonscription de Clichy-sous-Bois, un peu pour faire contraste. Je pense que lui, il l'avait envoyé un peu en mode Charles Martel à Poitiers. Vous voyez, on va bouter les Arabes de France. C'est la circonscription d'où sont parties les émeutes de 2005, après la mort de Ziad Bouna, 2 adolescents dont j'avais accompagné les victimes en justice avec leur avocat. J'étais très jeune, donc j'étais pas encore... j'étais juste dans l'équipe. Et lui avait parlé à l'époque d'ensauvagement de la France, etc., alors qu'on avait fini par démontrer, il avait fini par être démontré par l'enquête policière, qu'il s'agissait de gamins qui étaient en train de jouer au foot et qui avaient juste pris peur face à des policiers qui étaient peut-être arrivés de façon un peu cavalière, on ne sait pas, et qui, en fait, dans une sorte de course-poursuite un peu hystérique, avaient fini par s'enfermer dans un transformateur et étaient morts électrocutés à 14 et 15 ans. Donc il n'y avait rien de l'ordre de l'ensauvagement en ce qui concernait Ziad Bouna, qui étaient des gamins sans aucune forme de casier judiciaire ou d'activité délictuelle quelconque. Et donc, dans ces circonstances-là, il y avait quelque part aussi une forme de face-à-face sur cette question qui n'a pas été résolue parce que, comme vous le savez, les législatives, c'est après les présidentielles, des moments où les gens participent peu ou votent peu et où il est très difficile. Ce n'est pas des circonscriptions qui sont faites pour générer du débat au niveau de la circonscription. C'est une sorte c'est le découpage électoral qui est organisé à chaque fois par le pouvoir, qui cherche à créer des circonscriptions qui vont lui permettre d'avoir un élu parce que la démographie et compagnie prennent en compte tous les facteurs. Mais c'est des circonscriptions où on avait à la fois des villages comme Vaujours et Coubron, qui n'avaient aucun rapport avec Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui étaient des réalités sociales très dures, ou avec le Rincy, qui était aussi dans la circonscription, qui est la ville la plus bourgeoise de Seine-Saint-Denis, ou encore Livry-Gargan, qui était une ville pavillonnaire. Donc ils avaient mis tout ça ensemble. Donc du coup, il n'y avait pas de discours à porter qui touche l'ensemble de ces populations ensemble, en même temps. Et la seule chose qu'on avait pu noter, c'était juste déjà l'énorme fragmentation de la société, la solitude majeure déjà. Les gens ne se parlaient pas entre eux. Il y avait grande difficulté à générer des dynamiques. Et voilà, donc je pense que ça a été une expérience qui est intéressante. Un instant sur l'ascension de Jordan Bardella, qui a à peu près le même âge que vous êtes à peu près de la même génération, sur ce procès en incompétence potentielle due à l'expérience, au manque d'expérience et à l'âge, vous dites quoi? Moi, le seul procès que je ferai à Jordan Bardella à ce stade, c'est en espagnol, on a cette phrase Vous êtes aussi espagnol? Oui, de mère espagnole, née en Espagne. Vous avez double nationalité ou pas? Oui, mais je ne suis pas concerné par leur proposition parce qu'elle ne concerne pas les citoyens de l'Union européenne. Pour une raison qui m'échappe, d'ailleurs, à part respecter le droit européen, mais ça fait partie des contradictions de leur programme. Et donc, Bardella, il a ce côté qui commence à naître un peu trop vite, afrancesado, on dit en espagnol, en fait en bourgeoisé, mais c'est drôle parce que le terme fait référence à un Français, c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour un Français, ce qui dans l'image des Espagnols, c'est-à-dire qui essaie de se tirer du col. Des petites anecdotes peuvent permettre de porter ce jugement, mais le simple fait de sortir le costume 3 pièces au moment où vous êtes en train d'arriver au pouvoir déjà, c'est une façon de s'y croire avant d'y être arrivé qui est un peu embarrassante. Pour le reste, je pense encore une fois que oui, en effet, il y a un problème dans la classe politique en général, mais il n'y a pas plus de problème pour Jordan Bardella que pour Gabriel Attal, pardonnez-moi, entre quelqu'un qui... Ça, c'est votre tête de turc, Gabriel Attal. Bon, c'est plutôt l'inverse, mais oui, c'est d'ailleurs, dans notre dernière émission, vous disiez, mais il fait tout bien, etc. Je vous disais, monsieur Morillo, un peu de patience, et la chose s'est résolue d'elle-même. Je ne le trouvais pas mauvais en com', mais bon, malheureusement, il a été harakiri par Macron, quoi. Ce sera peut-être le Premier ministre qui sera resté le moins longtemps au pouvoir, je ne me trompe pas? Oui, sous Macron, oui. Mais en général, je pense qu'il y avait Édith Cresson aussi, quand même, non, à l'époque? C'était 1 an, quand même. Un peu plus d'1 an. 5 mois. Et donc, ça vous satisfait, ça, qu'il ne soit pas resté longtemps? Ça m'est insignifiant. Cet homme est insignifiant, donc il a eu le bonheur qui était le sien et sa jouissance. Vous vous souviendrez, dans un article du Monde, il y a quelques semaines, juste avant la dissolution, il disait quand même quelle chance d'être là, etc. À la fin de son article, on va une pensée qu'à cette... Ou alors, au moment des cérémonies, quand même importantes symboliquement, du débarquement, et la seule chose qu'il avait trouvé à dire, c'est qu'il était tout excité à l'idée de serrer la main de... Non, oui, mais lui, il était tout excité à l'idée de serrer la main du prince William. Vous voyez, bon, écoutez, quand on est à ce niveau-là, voilà.
Bon, et alors donc pour revenir à vous, donc justement vos déboires un petit peu judiciaires notamment. C'est pas tant des déboires que, en fait, il y a un moment donné où quand vous défendez efficacement des personnes qui irritent ou nuisent au pouvoir, pour différentes raisons. Et vous craignez un peu ce pouvoir ou pas quand même? Parce que le fait que justement vous me disiez, vous êtes revenu de manière presque clandestine pour cette émission. J'en ai senti la puissance et la violence, qui n'est pas la puissance de ce pouvoir, qui est celle de l'État français. C'est-à-dire que l'État français a une capacité extraordinaire, qui lui a été léguée par des générations, à s'imposer sur ses populations, d'accord, avec des outils de régulation et de répression qui sont très impressionnants. Et lorsque ces outils sont détournés, parce que vous commencez à donner des instructions au pouvoir judiciaire, au parquetier, vous nommez des personnes qui sont incompétentes aux postes qui permettent de priver de leur liberté un certain nombre de personnes, qui permettent de les perquisitionner, d'interroger leur famille, de les mettre en garde à vue, et ainsi de suite, évidemment, ça crée un régime de terreur dont la vocation est la terreur. Et quand vous êtes dans une position comme la mienne, votre responsabilité, c'est de ne pas avoir peur, d'y résister, de tenir et de contourner l'obstacle pour continuer à être efficace et pour pouvoir continuer à défendre les personnes qui essayent de proposer des alternatives à ce pouvoir. Et moi, j'ai défendu des gens qui vont de la bouffonnerie à la capacité réelle à nuire, c'est-à-dire de personnes qui ont réussi à bloquer toute la Guadeloupe et à presque générer de facto une sorte de mouvement d'indépendance, on en était presque là, où Kémy Séba qui a réussi à quasiment... Ça a été un des facteurs principaux sur Vous le êtes fait... son avocat. Je suis son avocat, qu'il n'y ait pas eu de guerre au Niger. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous ce soir, Juan Branco. Alors justement, voilà pour cette longue introduction. Je vais désormais, parce que je les vois croupir, en tout cas mourir d'impatience d'intervenir. Donc à partir de maintenant, les sociétaires vont pouvoir intervenir. Je vais encore continuer avant d'aborder donc le sujet majeur de cette émission, aborder quelques sujets d'actualité en parlant notamment d'un sujet sur lequel on vous entend assez peu, je pense à Gaza. Alors je vais vous demander votre position sur ce conflit. Puis alors je vais vous demander d'être assez prudent dans vos propos parce que j'ai vécu une semaine et je continue de vivre une semaine assez sportive quand il s'agit de donner justement la parole à des gens sur cette question-là. La liberté d'expression, d'ailleurs de manière générale, elle est encore plus en danger. C'est la preuve de la fragilité non seulement d'un pouvoir, mais d'une société qui a peur de son ombre. Ça, ces procédures qui se multiplient pour des délits d'opinion comme l'apologie du terrorisme, y compris lorsque l'on attaque des citoyens qui sont par ailleurs parfaitement respectables ou hors de tout doute, c'est un symptôme. Il y a eu, au cours de cette période, je pense à des élus, je pense à des personnes qui, au sein, par exemple, de ce que l'on considère l'extrême gauche, je pense que c'était au NPA, se retrouvent avec des procédures, alors qu'on sait parfaitement que le NPA a une position qui est ultra-laïque, carde presque justement sur ces questions, qu'elle n'a rien à voir avec une quelconque forme de fondamentalisme religieux, et on va les chercher, on va les convoquer, les intimider en période électorale. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ces organisations-là. Je veux dire, c'est pas une façon de réguler le débat public et au contraire, la parole permet de purger la violence. Dans certaines circonstances. Enfin, les drapeaux brandis dans l'Assemblée, ça ne vous a pas surpris, choqué? Il faut faire attention à la parole parce qu'il y a des paroles qui cherchent à générer de la violence. D'ailleurs, c'est en droit international pénal, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence radio Mille Collines, qui était cette radio qui incitait au génocide au Rwanda en traitant en permanence les Tutsis de cafards et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'était une façon de réduire l'autre à une animalité, ou en l'occurrence à des insectes, dans le but de justifier qu'on les massacre derrière, leur retirer leur âme quelque part. Donc cette parole-là, il faut être très attentif. Toute parole qui cherche à réduire l'autre, à l'animaliser, il faut toujours la censurer. C'est quoi votre position sur ce conflit justement? Qu'est-ce que vous pensez de Benyamin Netanyahou par exemple? Netanyahou est quelqu'un d'une violence extraordinaire dans son rapport aux politiques, un projet millénariste et qui cherche en fait à probablement... En fait, il y a eu une révélation de ces projets notamment qu'il a proposé à l'Arabie Saoudite, qui consiste à faire de Gaza une sorte de zone franche, qui permettrait à l'Arabie Saoudite d'avoir un débouché qui lui permettrait ensuite de faire commerce en Méditerranée, et ainsi de suite. Mais ça veut dire, la conséquence de cela, c'est retirer sa souveraineté politique au peuple palestinien qui habite à Gaza aujourd'hui. Moi, je considère que la seule solution qui reste après cette situation, il y a deux choses. D'une part, il y a une fixation obsessionnelle de la part de la société française sur ce débat. Ce qu'on a longtemps évité, c'est-à-dire l'importation du conflit israélo-palestinien, etc., c'est devenu une obsession qui fait que j'essaye de pas lui... À Sciences Po, dans toutes les facs que vous avez connues d'ailleurs. Mais dans les médias. C'est une sorte d'obsession pendant des mois qui est sans rapport, avant tout, avec notre capacité d'action réelle sur ce conflit. On se comporte encore comme une puissance coloniale qui aurait la possibilité d'imposer ces décisions à des personnes qui, habitant à des milliers de kilomètres de chez nous, n'attendent pas grand-chose de nous.
Et donc, on se donne une impression d'importance qui fait que moi, j'ai toujours été très attentif à ne pas surélever un conflit qui, parmi d'autres, est un drame et provoque des tragédies humaines. Par contre, de façon aussi efficace que possible, j'ai défendu des victimes que je défends actuellement devant la Cour pénale internationale, donc qui sont constituées dans les procédures en cours qui ont amené à des mandats d'arrêt contre le Hamas et contre Netanyahou et M. Galland, qui ont pour objectif de faire justice aux personnes qui... Donc ne pas instrumentaliser la violence et ne pas en faire une sorte de machine à gagner des retweets, des likes et compagnie, d'autant plus que sur ce conflit, on voit bien qu'il y a beaucoup d'appareils de propagande qui se mobilisent pour essayer de favoriser les uns ou les autres et qui du coup donnent une sorte de survisibilisation à ces différents acteurs. L'objectif, c'est de façon modeste aider et après réfléchir à l'après. Et à mon sens, l'après ne passera pas par une solution à 2 États comme on le prétend, et il faudra en passer en fait par une solution à État unique et probablement avec des autonomies réduites. Mais ça, c'est un autre débat. Jérémy, tu as envie d'intervenir? Oui, parce que vous disiez que la façon dont on avait traité ce conflit en France était une vision coloniale. En gros, on parlait que de ça et que donc c'était une vision coloniale. Mais du coup, vous appliquez ça aussi à la gauche, parce que par exemple, la France insoumise, son seul élément de campagne pendant les européennes, c'était la Palestine. Donc c'est-à-dire que si c'est une vision coloniale, ça veut dire que la France insoumise est un parti colonial, parce que son seul argument de campagne pendant 3 mois et les seuls tweets qu'elle a fait, etc., et je pense notamment à certains candidats de la France insoumise, c'était la Palestine, la Palestine, la Palestine. Mais comment ils ont contourné justement cet argument qui est pertinent en mettant quelqu'un qui était native? Rima Hassan visait justement à contourner cet obstacle en disant non, on n'est pas en train, nous, Français, d'origine française, ainsi de suite, d'essayer d'imposer... Non, on est en train de soutenir le peuple palestinien à travers cette personne. Ça a été la solution tactique qu'ils ont adoptée, qui crée du clivage et qui a pour objectif, évidemment, de répondre à un clivage dont je ne suis pas sûr qu'ils aient eu l'idée d'origine. Parce que l'idée d'origine, ça part de, OK, ils ont commis une erreur le 7 octobre et on décide de taper dessus. Vous voyez, on décide d'insister. Donc ils se sont dit, OK, on va profiter de cette dynamique pour régénérer une contre-dynamique. Et dans cette perspective-là, mobiliser le vote des classes populaires de banlieue et ainsi de suite pour avoir une assise. C'est une stratégie électoraliste. Dans une élection, la mobilisation de la gauche est très faible en général, du peuple de gauche est assez faible, et donc on va gratter nos 8 à 10% sur un sujet où par ailleurs on a une position de principe qu'on n'est pas en train de trahir parce que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a toujours défendu, donc ça nous convient. Donc en effet, il y a eu une tactique et une stratégie électorale qui a été utilisée dans cette perspective. C'est juste de contextualiser par rapport à... Et donc ils ont essayé... Et même le fait de mettre Rima Hassan comme 7e, sauf erreur, sur la liste, c'était une façon de dire, OK, si on atteint... Il va falloir qu'on atteigne tant de pourcents, qui est à peu près raisonnable, pour réussir à la faire élire. Donc les gens venaient voter pour nous parce que sinon elle ne sera pas élue. Il y avait presque un chantage quelque part à ce niveau-là, à l'idée, sinon si elle n'est pas élue, ça va être une défaite idéologique et compagnie. Et vous notez que tout de suite après l'élection, il y a eu un rebascule du discours de la France insoumise sur des thématiques plus générales. Sauf que là, plus personne ne les lâche, parce qu'ils restent, ils veulent leur faire payer ces mois de campagne précédents. Ils veulent absolument, c'est d'où l'obsession aujourd'hui sur l'antisémitisme dans l'espace public, pour essayer de les couler, de leur maintenir la tête sous l'eau. Il y a une obsession sur l'antisémitisme, d'après vous? Dans l'espace public, dans l'espace médiatique. C'est pas d'après moi, c'est factuel. On ne parle quasiment que de ça dès qu'on parle du... Oui, enfin, en l'occurrence, il y a eu quand même des personnalités de la France insoumise qui ont tenu des propos qui étaient limites sur ces sujets-là. Et sur le choix de Rima Hassan, pardon, mais c'était peut-être pas un choix, choix le plus évident. Quand on voit que cette femme, la première fois qu'elle est allée au Parlement européen, donc avant d'être élue, elle est allée en visite au Parlement européen, la première fois qu'elle y est allée, c'était pour une conférence organisée par une association soi-disant antiraciste qui est en fait financée par les frères musulmans. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas spécialement la personnalité politique qui aurait fait consensus au sein de la gauche quand on sait ce qu'est le programme des frères musulmans, vous voyez. Donc, moi, j'aime beaucoup Rima Hassan parce qu'elle ne cache pas ce pourquoi elle agit. Elle agit clairement par rapport à son histoire, par rapport à son identité. Après, la question, c'est celle du dispositif. Mais ce n'est pas pour moi la question de la personne Rima Hassan. Sur le reste, enfin, oui, on pourrait faire du BFM TV. Sur la personne, c'est intéressant parce qu'on a un sympathisant de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Yanis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à... Pour revenir sur les propos de Branco, ils ont été d'une... Juan Branco aussi. Juan Branco. Un limpide récapitulatif sur justement les répercussions dues à des flux migratoires complètement anarchiques, qui sont en grande partie induits par des politiques de prédation néocoloniale de la France et d'ingérence systématique et de politiques de déstabilisation dans un certain nombre de pays du Sahel. Dans un certain nombre de pays du Sahel, notamment les fournitures d'armement qui ont servi à la gendarmerie sénégalaise, et M. Branco est parfaitement, je pense, au courant de ça. Nous avons entraîné ces personnes, nous avons fourni les armements. Donc,
par ricochet, nous sommes responsables de toutes les exactions et de tous les massacres et des répressions qui sont commises au sein de ces pays, parce que nous finançons en grande partie les juntes militaires de ces pays et les factions paramilitaires de ces pays. Nous contribuons à les déstabiliser et ce qui se fait par exemple à l'échelle européenne pour ce qui est du Sénégal, l'accaparement en fait des ressources. Là récemment, l'Union européenne a fait voter le fait de s'arroger l'entièreté de tous les droits de pêche. De tous les droits de pêche. Enfin, vous savez que la France n'est pas le seul acteur. La France n'est pas le seul acteur sur le continent africain. Vous avez la Chine, vous avez l'Arabie Saoudite qui déstabilise aussi ces pays. Si vous faites un procès à la France, oui d'accord, mais enfin la France aujourd'hui ne pèse plus en Afrique autant que... Les milices Wagner, par exemple, le Rassemblement national au Parlement européen a voté contre un certain nombre de résolutions justement qui pénalisaient les milices Wagner, par exemple au Mali. Donc les ambivalences permanentes... C'est intéressant la manière que vous avez de choisir vos combats, parce que vous dénoncez une ingérence française en Afrique, même si c'est pas la France qui envoie directement des avocats sur place, mais c'est quand même le témoignage de Juan Branco est quand même très intéressant. Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Et après, à contrario, vous êtes là derrière à essayer de pousser des mouvements indépendantistes et donc à créer le chaos finalement dans des régions où en fait il y a eu plusieurs fois des référendums et plusieurs fois de suite les populations de ces départements, je pense à Mayotte notamment, vous ont dit bah non, on veut rester français, on veut rester français, on veut rester français. Donc c'est ça un peu qui me fait sourire, même si malheureusement c'est dramatique dans votre position idéologique à tous les deux, c'est de dire bah non, en fait il n'y a pas le droit de faire d'ingérence en Afrique. Par contre, quand il s'agit de défendre une identité autre que celle d'un territoire qui est celui de la France, et bah à ce moment-là on a le droit de vous pousser. Est-ce que vous pouvez du coup expliquer un petit peu la contradiction entre Mayotte et l'Afrique? Ça n'a pas du tout, aucun rapport. Pas du tout. Mayotte est un territoire d'outre-mer, on parlait du Sénégal. Je fais aucun amalgame. Je vous explique que vous défendez le rétablissement de la République dans les territoires d'outre-mer. Non, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Commencez pas à faire semblant de pas comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi dans certains cas vous défendez entre guillemets la volonté de créer du chaos et dans l'autre vous dites bah non, la France n'a pas entré en ingérence, laissez les peuples décider d'eux-mêmes. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est l'un des territoires quand vous lisez les différents rapports de l'ONU, c'est même un certain nombre de décisions souveraines qui ont été prises. La Nouvelle-Calédonie est répertoriée parmi les territoires à décoloniser. Oui, mais le peuple veut rester français. Donc quoi, vous êtes contre la souveraineté populaire? Vous êtes contre la volonté du peuple? Parce que je comprends pas. C'est de rétablir la promesse républicaine au sein de ces territoires. C'est la quoi? La promesse républicaine au sein de ces territoires. La promesse républicaine. Oui. Qu'est-ce que c'est? De faire en sorte de prémunir ces populations du fait de colons qui se la liberté déjà. C'est la première liberté que doit amener la République. Du fait de Français, nos éléments de langage, c'est la liberté qui ne sont pas natifs, pouvoir sortir de chez soi et qui se comportent comme des colons et qui tirent et qui tuent des Kanaks. Non mais vous dites que vous êtes pour la souveraineté populaire, pour que le peuple décide. Le peuple la Nouvelle-Calédonie, les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie ont voté à 3 reprises, ils veulent rester français. Donc vous êtes qui pour dire vous avez tort, vous devez être indépendant? Vous ne connaissez rien à la Nouvelle-Calédonie. Le vote est biaisé. Juan Branco va intervenir pour vous départager. Moi, je trouve ça. Alors, il y a plusieurs choses. Je trouve ça toujours très dangereux de rentrer, de faire du transversal sur des sujets qui sont extraordinairement complexes chacun. Donc la question de la Nouvelle-Calédonie, il faut en faire un débat. Surtout que je parlais de Gaza à part entière. Et commencer parce que c'est très difficile de maîtriser chaque sujet en profondeur. Vous parlez du colonialisme, c'est pour ça. Du coup, non, mais parce que sur Nouvelle-Calédonie, le débat du colonialisme et de l'ingérence. Oui, mais moi j'en ai pas parlé en ce qui concerne Nouvelle-Calédonie. Justement, j'en parlais. Donc si on rentre sur Nouvelle-Calédonie, on pourrait voir que les événements qui sont déroulés sont liés à une phase de négociation qui a échoué, probablement du fait de cette verticale autoritaire absurde que Macron applique sur tous les domaines, qui a voulu en fait passer en force sur la question de la reconnaissance du corps électoral. Qu'on soit d'accord. Avant Macron, il y a déjà eu qu'on soit d'accord ou pas avec la proposition qui était faite par Macron. Oui, mais là, ce qui s'est passé là, c'était en lien avec la possibilité de faire voter les personnes qui étaient là depuis un certain nombre d'années, ainsi de suite, même si elles n'étaient pas. Bon, bref, il y avait tout un débat. Mais pourquoi vous êtes contre le vote des personnes blanches en Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est de la ségrégation raciale. Voilà. Donc la question que je voulais dire, c'est que là, on est à partir de cette situation, de ce débat qui s'inscrivait dans le cadre de négociations qui, depuis 20 ans, essaient de sortir des situations de tension majeures qui avaient eu lieu à la fin des années 80. Il y a eu une montée en tension parce que le camp indépendantiste voulait faire barrage et opposition à cette mesure que le gouvernement voulait appliquer. Pour moi, ça a été un problème de gestion de conflit. C'est-à-dire que la catastrophe qui a eu lieu en Calédonie à partir de là, avec les dégâts matériels et humains, avec les morts qui ont eu lieu, c'est avant tout la démonstration d'une incapacité de ce pouvoir à régler autrement que par le rapport de force des crises, comme on l'a vu sur le territoire métropolitain pendant les Gilets jaunes, pendant les manifestations sur les politiques sanitaires, pendant une infinité d'événements. Et en fait, il y a une sorte de translation de ces difficultés qui, dans un contexte
d'opposition très forte avec une dimension identitaire très importante, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, prend une ampleur encore plus importante, avec en plus une méconnaissance. Moi, par exemple, j'ai suivi de très près, beaucoup plus que Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai eu à m'y immerger, parce que j'ai eu à représenter des personnes qui étaient impliquées sur la question guadeloupéenne. On avait des préfets qui débarquent de nulle part, qui n'y connaissent en rien la situation sur place, et qui, avec... pardonnez-moi, j'allais être vulgaire, mais en tout cas avec leur ego surdimensionné, pensent qu'ils peuvent traiter de la situation sans prendre en compte le contexte historique, social et compagnie, et avec des moyens qui sont en général plutôt brutaux, trancher les situations. Et de toute façon, ils partent 3 ans après. Et ils ont une sorte de toute-puissance, parce que les préfets outre-mer sont beaucoup plus puissants que sur le territoire national. Ils ont une capacité à influencer les procureurs, les juges, et ainsi de suite. Et donc, ils pensent maîtriser la situation. En l'occurrence, en Guadeloupe, c'était quelqu'un qui était Philippe Gustin, qui était très proche de Sébastien Lecornu, qui d'ailleurs est devenu son directeur de cabinet aux Outre-mer après. Et cette crise intervenait à un moment où Sébastien Lecornu était convaincu de devenir Premier ministre. Il est ministre des Outre-mer, c'est l'une des personnes les moins charismatiques de la Terre. Donc il est à un moment de tension, c'est-à-dire qu'il est sur le point de réussir l'imposture rêvée. On est fin 2021. On est fin 2020. Oui, il a des effets de proximité dont voilà. Bon, donc fin 2021. Il est là et tout d'un coup, il y a une crise qui émerge en Guadeloupe et il n'arrive pas à la gérer. Il se fait même recadrer par une présentatrice d'une des télévisions d'outre-mer en direct, tellement il fait n'importe quoi. Et là, à ce moment-là, il y a ce Philippe Gustin qui a été préfet de Guadeloupe et qui lui dit « T'inquiète, je gère ». Et il commence à arrêter des gens et à faire une sorte d'instrumentalisation du processus judiciaire qui enflamme la situation. Et donc là, ils essayent d'exporter la même méthode en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'ils ont déporté cet homme à 17 000 km. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai problème structurel, d'une part. C'est-à-dire, quel est notre rapport à ces territoires qu'on n'arrive pas, en fait. C'est un peu avec le Sénégal. La gauche parle souvent de prédation. Je trouve que c'est minorité qui est active. Je finis juste le raisonnement, j'en ai pour une seconde. La gauche parle souvent de prédation de ressources. Ce qui se passe, c'est autre chose. C'est que la France n'a même plus les moyens d'être en position de prédation. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, quand vous regardez ses rapports économiques avec le Sénégal, et derrière la Chine, et derrière l'Inde, c'est fini. C'est fini. En fait, on est dans une situation où notre influence politique est démesurée par notre capacité, en rapport à notre capacité à investir et en fait à apporter quelque chose dans ce rapport de vassalisation qu'on avait alimenté pendant des décennies. Aujourd'hui, si on a perdu du terrain face à la milice Wagner, face aux influences russes, chinoises, etc. en Afrique subsaharienne, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ça date pas d'hier, ça fait déjà plusieurs années, voire décennies que la France, à cause aussi d'un discours justement anticolonialiste, a retiré ses pions de l'Afrique et donc du coup, l'Afrique se retrouve, en tout cas certains pays d'entre eux, se retrouvent face à des conflits internationaux sur leur sol. Et un besoin de trouver de nouveaux partenaires internationaux. La France n'intervient presque plus dans la région. Non, justement, la France intervient beaucoup politiquement. On l'a encore vu au Niger, où ils étaient prêts à faire la guerre pour rétablir leur emprise sur ce territoire, mais elle n'a plus les moyens de le faire. Et pourquoi elle n'a plus les moyens de le faire ? Parce que la France est en train de s'effondrer de façon générale. Et en fait, du coup, sa capacité à agir vers l'extérieur commence à être en découplage par rapport à sa capacité économique à investir et ainsi de suite. Et donc, on a des réseaux qui se maintiennent, parce que c'est des réseaux hérités historiquement, depuis l'époque coloniale, depuis les réseaux de la France-Afrique, de Focard et ainsi de suite. Et à côté, on n'a plus rien à offrir. Donc ce qui jusqu'alors était plus ou moins accepté, avec plus ou moins de violence et ainsi de suite, ne l'est plus du tout par les populations. Et donc vous avez une émergence d'un sentiment anti-français qui est aussi une façon, mais enlevez vos pattes d'ici. Qu'est-ce que vous nous apportez ? On n'a plus de rapport avec vous, on préfère en fait rentrer dans des rapports avec la Chine, la Russie. Ce qui a été légué aussi dans ces colonies est parti en désuétude. Je pense notamment aux infrastructures, aux écoles, aux hôpitaux, à toutes les lignes électriques et à tout ce que justement, si je puis dire, ce partenariat a apporté dans les régions. Donc oui, c'est sûr que maintenant la mémoire a été effacée, mais il n'empêche qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les peuples locaux étaient parlés de la France comme de la mère patrie, etc. Parce que évidemment, ils leur venaient en aide. Je pense notamment à toutes les organisations religieuses aussi, à tous les hospices, à toutes ces personnes qui dans une logique d'échange, participaient à l'essor. On ne peut pas dire que c'était une logique d'échange, c'était une logique... si on parle du colonialisme, c'était pas une logique d'échange, c'était une logique d'intégration à un empire dans lequel... De la Troisième République, d'ailleurs, ces hommes de gauche qui ont voulu la colonisation, les hommes de droite et les conservateurs... C'est pour ça que je m'étonne de vous entendre... Non, j'essaie juste de donner un petit peu de nuance, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours la même musique qu'on entend, c'est l'horrible France colonialiste atroce qui a exploité toutes les ressources et terminé
mec qui a acheté le bébé avec l'eau du bain. On dépensait plus de PIB qu'on en gagnait avec les colonies. Et donc ça, je me dois de le dire parce que c'est la vérité. Et ensuite, il était question, il est juste question de rendre ça ce qui appartient à ça, c'est-à-dire la colonisation, c'est la Troisième République, c'est les hommes de gauche. Les hommes de droite voulaient préparer la guerre contre les Allemands. C'est simplifié, à mon avis, un élément qui est fondamental. Vous oubliez un élément critique. Au-delà, désolé. On pourrait parler. Je suis aussi précis. On pourrait parler de la politique économique et à quel point nous, on était en fait dans une tentative de construction d'un marché intérieur assez similaire à ce que l'Allemagne a fait de l'Union européenne aujourd'hui, qui cherchait en fait à écouler un certain nombre de ressources et au contraire à tirer, notamment en termes de matières premières, des éléments qui nous étaient utiles, avec évidemment un déséquilibre dans les termes d'échange et ainsi de suite. On pourrait rentrer dans ce débat technique et je pense honnêtement qu'il serait plutôt malaisé de défendre la position consistant à dire qu'on a apporté quelque chose à un continent qui a été... J'apporte de la nuance. Qui a été sur des siècles, parce que l'entreprise coloniale que vous décrivez, celle de la Troisième République, s'inscrit dans un plan beaucoup plus large qui inclut notamment le commerce triangulaire. Donc c'est pardonnable. Qui inclut le commerce triangulaire, l'esclavage et la crise démographique que ça a généré en Afrique, que l'Afrique paye encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est en train de dire l'Afrique a une explosion démographique qui nous met en danger. L'Afrique est en rattrapage. Je me permets d'intervenir parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. J'ai attendu qu'on me donne la parole pour la prendre. Peut-être est-ce un tort. J'en prendrai compte dans la deuxième partie de cette émission. Mais on a parlé de beaucoup de choses, vous avez parlé même de sujets transversaux, et c'est vrai, pour le coup, là-dessus, parce que je vois un certain nombre de désaccords poindre entre vous et moi, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, quand on parle de tout, en fait, on ne parle de rien. Moi, j'aimerais bien définir un peu les termes pour savoir exactement à qui j'ai affaire. Je vous connais parce que vous êtes connu, mais je n'ai pas lu vos livres, je ne me suis pas intéressé plus que ça, d'ailleurs, je ne savais pas que c'était vous il y a encore une heure de cela. Quand vous parlez d'effondrement, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Oui. À quoi faites-vous référence d'une part ? Et d'autre part, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Êtes-vous légaliste ? Puisque vous avez posé la question tout à l'heure, ou plutôt vous avez posé l'affirmation de dire « je préfère affûter la guillotine », c'est fort comme expression, « je préfère affûter la guillotine que les urnes ». C'était quelque chose… Les guillotines que les urnes, voilà. Donc sur tous ces éléments… Non, je n'ai pas dit que les urnes, que la séquence politique, que m'intéressait la séquence politique actuelle. C'était, rassurez-moi, imagé. Pas forcément. Non, pas du tout. Pas Donc forcément. vous êtes favorable à la peine de mort. La guillotine, pardonnez-moi, a toujours été un instrument légal. Toujours, bien justement. Sûr. Et donc vous êtes favorable à la peine de mort. Il faut faire attention à cela. Mais la gauche a toujours eu cette finir sur couler de sang dans les rues. Je s'engage sur le terrain de la guillotine. Voilà. On va y rentrer. Plus général, qu'entendez-vous par effondrement ? Ok, donc juste, je vais juste dire une phrase de plus parce que j'allais arriver quelque part pour finir sur la question, parce que là on partait sur la question économique, etc. Ne jamais oublier que le drame de l'entreprise coloniale, qui en effet est une entreprise en grande partie de gauche, avec Jules Ferry, l'idole de la gauche, qui est celle qui a promu cette idéologie de façon massive. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on peut jouer au sein et compagnie, à un moment donné, il faut remettre les choses. Ne jamais oublier que le grand drame qui est encore d'actualité, c'est l'humiliation qu'on a infligée au peuple. Et ça, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Au-delà de... Vous pouvez parler de la question, parce que je sais que c'est un discours de droite pour essayer de réhabiliter le colonialisme, la question de l'humiliation, de l'indigénat, de la réduction de ces êtres à une condition sous-humaine ou sous-citoyenne par rapport à d'autres selon la couleur de peau. C'est quelque chose, c'est un stigmate qui est resté et qui continue à produire des effets aujourd'hui. Et si on ne le prend pas en compte, on ne comprend pas la radicalité de l'opposition qui peut encore exister à l'égard de la France, alors qu'elle ne joue plus du tout le rôle qu'elle jouait dans nos... Vous ne voulez pas répondre à la question. Donc si, maintenant, je voulais clore. La France n'a pas été le seul pays à coloniser le continent africain. Il y a eu Portugal, l'Espagne, l'Empire ottoman, mais très bien. L'Empire ottoman n'a pas colonisé. L'Empire ottoman a fait de la traite. Oui, de la traite esclavagiste. Et je tiens à signaler aussi que les pays africains ont eux-mêmes fait d'esclavage. Participe. Mais moi, je vous parle, en effet, là-dessus, vous êtes pas... Mais là, je vous parle, encore une fois, de deux choses. D'une part, c'est l'entreprise coloniale, on revient à l'entreprise coloniale Troisième République, qui va essayer de formaliser ces distinctions selon la couleur de peau ou l'origine, et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été mis en place. Et encore une fois, la question de l'esclavage, justement, l'esclavage intra-africain était une affaire tribale, une affaire justement d'ethnie, de groupement politique, d'empire, mais qui n'était pas fondée sur cette humiliation qui consiste à réduire un être du fait de sa couleur de peau. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est plus grave je dis que c'est pas anodin. Que l'esclavage de j'essaie de vous dire, essayez de comprendre pourquoi certaines rancœurs persistent et certains sentiments persistent, et au lieu de tenter de les nier ou de les relativiser... moi je crois que vous soufflez justement sur les braises du conflit en France, parce que comme le disait Denis, je pense que vous n'attendez que ça en fait. Il ne vous a pas posé la question assez directement, mais est-ce que vous attendez un conflit de grande envergure sur le territoire français ?
Une révolution, un conflit, une guerre sociale, est-ce que vous l'attendez? Moi, je cherche une conflictualité avec une élite dominante. Le problème, c'est qu'en ayant ce genre de discours, du coup, vous favorisez, en fait, vous soufflez sur les braises d'une guerre civile latente. Non, je souffle sur les... Attendez. Je souffle sur les braises d'un rapport qui vise à rompre... Non, un rapport qui vise à rompre l'asservissement dans lequel nous sommes soumis, un asservissement qui pille, qui produit le pillage de ce pays et qui est lié à ce que moi je décris comme... On parle de la France. De la France, de l'oligarchisation, parce que c'est ces mêmes élites qui ont créé ces systèmes prédateurs, qui ont touché ces populations étrangères. C'est pour ça qu'il y a une souveraineté et une solidarité. Vous savez, quand j'étais en prison au Sénégal, ce qui a ému les prisonniers sénégalais, ils sont venus me voir en me disant « c'est bon, tu as gagné, ils vont te sortir », c'est la manifestation des Gilets jaunes. C'est tout d'un coup de voir qu'en France, il y avait des personnes, pas le gouvernement. Si le gouvernement m'avait soutenu, il m'aurait regardé en se disant mais en fait c'est qui ce gars? C'est quoi? C'est infiltré ou qu'est-ce qu'il vient faire? Non, il voyait tout d'un coup qu'en fait il y avait une solidarité potentielle des luttes qui commençait à naître au niveau justement. Donc ces élites, gilets jaunes, Covid, etc. Donc ces élites qui aujourd'hui qui ont créé ce système triangulaire justement, qui consiste à acheter des médias pour acheter de l'influence auprès des dirigeants politiques pour en tirer en retour des ressources. C'est ce système triangulaire qu'il faut faire tomber. Allez, les amis, au départ, je vous rappelle que la question elle était encore une fois sur Gaza et le Proche-Orient. Donc, excusez-moi d'y revenir, mais je suis un peu têtu. Juste en un mot, et c'est toujours difficile de demander ça rapidement, la guerre menée par Israël aujourd'hui, elle est juste selon vous? Elle est clairement pas menée de façon juste. Et vous ne trouverez aucun expert en droit international qui prétendra qu'il y a une proportion, ou même une justesse d'un projet dont l'objectif est très clairement, comme je vous le disais, de priver de sa souveraineté une partie de la population, en l'occurrence palestinienne, pour le transformer en une sorte d'enclave économique qui serait au service des projets de Netanyahou, qui n'est pas du tout justifié, en droit. Monsieur Branco, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a aussi frappé. Bon, je reviendrai à ma question tout à l'heure dans la deuxième partie. Vous avez dit, en minimisant un peu les propos de certains membres de l'Alliance du Nouveau Front Populaire... Mais de qui ? Dites-moi des propos précis. Vous avez dit, j'y viens immédiatement, oui. Vous avez dit par exemple que le NPA avait été victime d'une espèce d'OPA médiatique. Est-ce que vous êtes en accord avec le fait que... Pas dit. Attendez. Est-ce que vous êtes en accord avec le fait que la déclaration du NPA, le communiqué de presse du NPA qui parlait d'une offensive palestinienne à soutenir est proprement scandaleux, puisqu'on parle d'une attaque terroriste. Je préférais votre première question parce que je suis Mais je ne demande pas de juger mes questions. Non, mais essayez de répondre à au moins une déjà. On reviendra à la première après cette seconde, parce que en gros, là, on est en train de refaire du BFM TV. Je suis ravi de le faire du BFM TV et de saouler les Français avec les mêmes sujets dont on leur rebat les oreilles depuis des mois, ce qui permet de ne pas parler d'eux, ce qui permet à tous ces dirigeants de ne jamais parler d'eux, ce qui est quand même un sujet important. Donc si vous voulez qu'on parle du communiqué qui a été fait le 7 octobre par une organisation qui fait 0,5% de la population, on peut le dire clairement que c'est un biais d'extrême gauche qui vise en fait à projeter des décennies de soutien de la lutte palestinienne qui à l'époque était laïque, qui à l'époque était liée à l'OLP et compagnie, qui n'avait pas de fondamentalisme religieux en son aile, et qui du coup les amène à interpréter cette situation à partir d'un marxisme matérialiste de base, sans prendre en compte la dimension religieuse et idéologique qui maintenant sous-tend cet acteur qu'est le Hamas. Donc c'est clairement un problème là, de regarder quand je regarde Besancenot qui essaye d'expliquer cette situation, mais pareil pour la guerre en Ukraine, en disant qu'il faut en fait absolument s'impliquer dans la guerre en Ukraine contre la Russie parce que il commence à appliquer un logiciel marxiste qu'il a clairement mal digéré pour essayer de justifier le fait que en gros il serait en lutte contre un impérialisme russe, et donc du coup par définition il faut qu'on soit du côté, sans prendre en compte la dimension profondément impérialiste de la réaction à l'offensive russe. On est sur des situations en fait où ils essayent de plaquer des logiciels idéologiques, et donc au lieu de rentrer sur cette analyse qui permet de comprendre l'erreur, on rentre tout de suite sur une assimilation de ça à un antisémitisme qui n'existe pas au sein de cette organisation. Oui, mais on peut comprendre et ne pas excuser. On peut comprendre les raisons qui les ont poussés à dire cette folie et en même temps ne pas l'accepter. Voilà, moi ça m'intéresse juste plus d'essayer de comprendre d'où vient l'erreur plutôt que d'essayer d'en faire un argument. C'est la culture de l'excuse à toutes les échelles, mais c'est pas une excuse, y compris sur l'échelle intellectuelle. C'est une compréhension. C'est pas une excuse. Moi j'en ai rien à faire du NPA en général et du communiqué du NPA, et je pense que 99,9% des Français en ont strictement rien à faire. Parce que le NPA fait partie de cette alliance du Nouveau Front Populaire, et donc cette alliance d'ailleurs un peu étonnante qui va de Philippe Poutou à François Hollande, qui est d'après c'est vrai qu'il y en a un les gens du NPA, bien sûr, qui va en gros, parce que François Hollande pour ces gens-là c'est le social traître par excellence, et il fait partie au même titre que Philippe Poutou de cette alliance. C'est quand même invraisemblable. Mais surtout François Hollande qui dénonçait en 2015, enfin après quand il a quitté le pouvoir, la partition islamiste en France, et qui aujourd'hui devient acteur de cette même partition
partition en choisissant de s'allier avec la France Insoumise, qui est le parti qui incarne cela. Donc ça pose quand même problème. Allez, on y vient au cœur du sujet de ce soir et de cette émission. On l'a intitulé « Faut-il abattre la Macronie ?» On va le lancer dans un instant, ce grand débat. Mais vous voyez, mais pour moi, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est parti d'un sujet qui est justement censé être comment on passe à une nouvelle phase de l'espace politique. Et vous êtes tous là en train de nous faire retomber dans justement ce qui permet de protéger la Macronie. C'est-à-dire rentrer sur des sujets qui ne sont pas les sujets actuels. Les sujets actuels, c'est qu'on est face à un pouvoir qui a opprimé le peuple français, qui l'a pillé de façon démesurée, qui l'a frappé, violenté, enfermé, et vous êtes tous en train d'essayer de tomber dans les pièges que eux vous ont... Mais c'est pas une raison pour souffler sur les braises de la guerre civile. Mais personne ne souffle sur rien du tout. Mais si, parce que vous voulez quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? On veut remettre la guillotine place de la Concorde et couper des têtes pour faire couper du sang. Je voulais quoi? Je voulais dire redonner au peuple français sa souveraineté de différentes façons. D'abord, à travers des instruments politiques, que ce soit justement des capacités comme ces réclamations. Le vote, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Sur faut-il abattre la Macronie? Donc on va, s'il vous plaît, les amis, c'est vrai qu'on est en introduction. Voilà, s'il vous plaît. On va juste faire une petite parenthèse d'abord sur les dessins de notre dessinateur. On peut l'applaudir bien fort, c'est Ignace, notre caricaturiste en live. Donc, tout d'abord, le premier dessin, je crois que c'est toi, Denis. Le pire des extrémismes, c'est l'extrême centre. Et je crois qu'on voit aussi, j'ai pris du poids, là. Notre ami Yanis, voilà pour vous. Pour son soutien à Kémy Séba, Juan Branco, et je devine que c'est Dupond-Moretti, il n'est pas tout blanc, voilà. La grosse frustration de Mélenchon, on aurait donné le droit de vote aux immigrés, je serais confortablement élu. Pas mal. On peut l'applaudir. Et enfin, faut-il abattre la Macronie? Donc ça, c'est le grand débat qu'on lance dans un instant. Je tiens à vous rappeler l'abolition de la peine de mort. On peut applaudir bien fort Ignace. Allez, on lance tout de suite une petite séquence confidence et on lance ce grand débat. Tout de suite, la question, donc les questions de confidence. Voilà, c'est la parenthèse confession, pardon, pas confidence, donc c'est simple, 5 questions, 5 réponses aussi rapides que possible, et après on passe à faut-il abattre la Macronie. Première question. De quel pays faut-il s'inspirer ? Pardon, j'étais complètement en dehors du monde, en train de réfléchir, en train de me rendre compte qu'en fait vous étiez en train de porter exactement le discours de Marie Kinski dans La Fièvre, donc j'ai trouvé ça rigolo sur la culture de l'excuse, c'était comme un décalque de la... J'ai pas encore... Donc redites-moi quelle était la question. La question c'était de quel pays faut-il s'inspirer ? De la France, de son histoire, enfin de ses contradictions, de ses 1789, de ses grandeurs, de chaque 93. étape de la 93 si on veut la. Oui. Le sang c'est 93. Hein. Mais je pense qu'on a une capacité à se réfléchir qui est profonde. Moi, je pense que l'exemple du peuple sénégalais est intéressant. Capacité à un moment donné, ponctuellement là, à rompre avec un système de domination qui faisait qu'a priori tout était perdu d'avance. Ils avaient tout contre eux, un État policier, tous les moyens de l'ancienne puissance coloniale mobilisés pour les soutenir et ainsi de suite. Bon, donc ça peut être un exemple pour essayer de se défaire de ces rapports qui aujourd'hui nous mettent en difficulté. Mais sinon, c'était la réponse. Voilà, la réponse courte, donc on passe à la deuxième question. Quelle affaire ne défendriez-vous pas ? Je défends que des affaires avec lesquelles jusqu'ici, je n'ai défendu que des personnes dont je n'avais pas honte de les défendre publiquement et d'une certaine façon. Vous partagez toujours les opinions, les positions ? Non, je les protège. Ma fonction, c'est de les protéger. Donc, c'est pour ça que sur les opposants politiques, Damien Tarel, c'était un royaliste proche de l'Action française, celui qui a mis une claque à Emmanuel Macron. Je l'ai protégé, je l'ai défendu. Christophe Détinger, c'était un gitan, ancien boxeur champion de France. Je l'ai protégé, je l'ai défendu. Jean Mélenchon, c'était un franc-maçon de gauche historique, canal socialiste. Je l'ai défendu. Pourquoi ? Parce que dans la position qu'ils étaient par rapport au pouvoir à cet instant-là, ils méritaient tout simplement que leur voix et leur capacité d'action soient protégées. Et leur liberté, évidemment. Troisième question. Avec qui avez-vous regretté d'avoir collaboré ? Avec personne, parce que j'ai beaucoup appris. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance très tôt, que ce soit à CPI ou à la Cour pénale internationale, où j'étais avec le procureur très directement. Ensuite, à la campagne de François Hollande, quand même, avec Aurélie Filippetti en 2012. Quand même, en termes d'erreur historique, on est vraiment, vraiment pas loin de l'absolu. Avant, avec Dominique de Villepin, enfin, il y a eu quand même toute une série de personnes qui m'ont beaucoup enrichi et qui m'ont fait rompre un certain nombre de naïvetés, notamment partisanes.
que j'avais avec Mélenchon, avec Assange. Celui qui m'a le plus coûté, c'est Julian Assange, de très loin. Enfin, on s'est pris dans la tête l'empire américain. Je peux vous dire que c'est pas très agréable. C'est comme un choc en voiture à très grande vitesse, mais le regretter, c'est inconcevable. 4e question. Avec qui avez-vous été heureux de collaborer ? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que je me suis beaucoup amusé avec le supporter du Barça qui voulait empêcher le transfert de Messi au PSG. Là, il y avait surtout que ça a fait la une. Enfin, ça a été dans tous les médias dans le monde entier, alors qu'on avait objectivement assez peu de chances de gagner face aux machines auxquelles on s'opposait. Mais ça nous a permis quand même de remuer un peu le couteau dans la plaie des supporters parisiens, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Allez, dernière question. Quel est l'adversaire que vous respectez le plus ? Aujourd'hui, je pense que l'extrême droite, parce que c'est quelque chose que j'avais dit très rapidement. J'ai commencé très tôt à m'opposer à Macronie, et j'avais hâte de mener ce combat idéologique dans un deuxième temps. C'est-à-dire, une fois qu'on sera libéré de cette bête funeste, on va pouvoir re-rentrer dans un débat d'idées fondamental, et moi, débattre, c'est pas avec Olivier Véran, avec Benjamin Griveaux, avec Gabriel Attal que ça m'intéresse, avec des gens qui ont des convictions profondes, qui peuvent être parfaitement opposées aux miennes, qui peuvent être radicalement opposées aux miennes, mais qui y croient et qui en fait sont ancrés dans une histoire, dans une famille de pensée. Alors pas toute l'extrême droite du coup, mais en tout cas celles qui essayent de se nourrir de quelque chose, ça me stimule plus que avec la moyenneté des personnes qui nous représentent. Et malheureusement, en fait, cette absence de débat crée une partie de la violence qui nourrit notre société aujourd'hui, quoi. Parce qu'il n'y a pas de confrontation réelle sur ces questions, il y a un contournement permanent. Et même le Rassemblement national aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est là où on en revient, vous me posiez la question de savoir si Bardella était... C'est pas quelqu'un qui a une substance idéologique qui me semble fondamentalement élevée. Ça a l'air plutôt d'être... quelqu'un qu'il est convenable de présenter là, parce que justement il présente bien, parce qu'il a une capacité de répartie, ainsi de suite, mais c'est pas quelqu'un qui est travaillé par des profondeurs spirituelles et intellectuelles majeures. Donc à partir de là, ça va être un peu le retour au même quelque part, quoi. Et derrière, une difficulté à générer en fait une confrontation qui aille au-delà des débats BFM qu'on voit à chaque fois qu'il est face à la table. Bon, vous voulez que je vous fasse une confidence ? Je pense pas que BFM lancerait un débat sur faut-il abattre la Macronie. Donc c'est ce qu'on va faire pourtant dans un instant, tout de suite sur TVL. À tout de suite. Faut-il abattre la Macronie ? Les élections législatives seront-elles un tournant politique ? LFI et le RN sont-ils en mesure de faire tomber Emmanuel Macron et de gouverner ? Le salut peut-il passer par les urnes ? Voilà, donc ça y est, nous y sommes donc au cœur de ce débat très attendu, donc qu'on a intitulé « Faut-il abattre la Macronie ?» Bon, c'est aussi un petit peu pour renvoyer à votre livre « Faut-il… » C'était « Abattre l'ennemi », c'est ça, voilà. Donc, j'ai vu que les verres de vin, là, se sont bien remplis. Alors d'abord, on va parler de ces élections législatives qui viennent, qui suscitent beaucoup de mystères et sur leurs résultats. Est-ce que vous voyez ces élections comme l'occasion d'abattre la Macronie, justement, vous, Juan Branco ? C'est une étape de plus... dans un combat inespéré, une étape inespérée, dans un combat qui est de longue haleine, où on s'apprêtait à attendre encore 3 ans de souffrance, en fait, et d'une sorte d'agonie lente d'un pouvoir moribond. Et là, on a une sorte de résurgence un peu qui crée de l'excitation, notamment au sein de nos politiciens professionnels, qui voient la possibilité d'un certain nombre de courses au poste et ainsi de suite, sans nécessairement qu'il y ait... une réflexion profonde sur une rupture radicale avec ce qui génère les souffrances des Français. Et alors ça va parce que ça répond un peu aux questions sur ce que vous souhaitiez comme révolution, ça va de Moi, je veux pas de révolution, c'est vous qui la voulez. Oui, justement, sur ce que vous pensiez, ce que vous vouliez déterminer derrière ce terme. Je vous dis, il débouche les bouteilles toujours au bon moment. C'est un peu comme j'entendais, la dernière fois, c'est parce que je ne m'attendais pas à dialoguer avec une voix artificielle extérieure. Oui, du coup, ça ne me concernait pas. Donc, ça va des politiques monétaires qui font que on ne peut pas se loger dans une ville comme Paris quand on est jeune ou qu'on fait partie des classes moyennes ou modestes, ou alors tout notre revenu y passe. Et donc, évidemment, ça dévitalise la capitale, ça l'empêche d'attirer, si ce n'est des personnes qui sont déjà intégrées. Donc, ça génère une baisse de créativité et de stimulation, de concurrence, jusqu'à un système éducatif qui en fait favorise la reproduction
sociales, sans à aucun moment permettre justement une mise en concurrence à l'échelle de la population. Et donc, par exemple, ce que fait la Chine. La Chine a un système extraordinaire qui date presque de l'idéologie de Confucius, donc qui a été affiné au cours des siècles, et qui permet d'aller chercher quasiment dans chaque village la personne qui aurait une capacité intellectuelle différente, qui pourrait être utile pour, en l'occurrence, un régime qui est loin d'avoir mes préférences. Mais quelque chose qu'en France, on a complètement oublié de façonner, par un aveuglement à la fois conservateur, c'est-à-dire une indifférence à la reproduction sociale, et progressiste, qui mettait l'égalité des chances, entre guillemets, au sommet du temple républicain, tout en oubliant que les privilèges qu'offrent un certain nombre d'écoles, comme le feu l'ENA, les écoles normales et ainsi de suite, avaient pour vocation de servir la société. Donc il ne s'agit pas juste de permettre à tout le monde d'avoir une position privilégiée dans la société, mais de choisir ceux qui vont pouvoir derrière nous être utiles. Et donc, on a des effondrements éducationnels, je parle même pas de la recherche en France, la capacité à générer des docteurs, de l'innovation. On paye un garçon qui rentre ou une femme qui rentre au CNRS, commence à peine au-dessus du SMIC. Après un doctorat, après avoir... C'est quoi les principaux reproches que vous faites à la Macronie ? Et donc la Macronie, là-dedans, en fait, a eu la régimentalité politique de son accession au pouvoir, c'est-à-dire ce que décrit lui-même Emmanuel Macron, une forme de coup d'État institutionnel. Il lui parle de cambriolage, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire il a pris les clés de la voiture et il est parti avec. Et donc, en fait, de ce manque de légitimité initiale, s'en est suivi un régime qui était obligé d'utiliser la force pour s'imposer, qui n'avait pas franchement d'idée pour la France, qui essayait de gérer l'existant, donc d'insérer toujours plus la France dans l'édifice économique mondial, sans essayer de le réorienter, dans l'édifice européen, cette sorte de suradhésion à l'Europe qui fait qu'aujourd'hui on va intégrer la Moldavie, qui a un SMIC 10 fois inférieur au SMIC le plus bas en Europe, donc avec tout ce que ça crée en termes de distorsion sociale, sans à aucun moment chercher une sorte d'unité économique, sociale, politique et ainsi de suite, et un accroissement évidemment du pillage dans ce pays, c'est-à-dire une accumulation de ressources au détriment du reste de la société et surtout de nos capacités. Quelle légitimité alors accordez-vous, et je reboucle un peu avec la première question quelque part, quelle légitimité accordez-vous aux urnes ? Si vous parlez d'un pillage, d'un coup d'État ou d'un cambriolage, et j'entends l'idée, puisqu'effectivement, il avait dit, je crois que la phrase exacte, c'est il avait dit on connaissait les lieux, on avait les clés du camion, un truc comme ça. Donc effectivement, il a fait un coup politique énorme, mais enfin, toujours est-il qu'il a été élu. Donc quelle légitimité accordez-vous aux urnes ? Et je reboucle sur ma question par rapport aux guillotines, pardon d'être un peu... Ouais, donc je vous renvoie à... C'est là où l'importance de la lecture, j'imagine que vous êtes un grand lecteur, mais en l'occurrence, comme vous m'avez dit que vous n'avez pas lu mes ouvrages, je vous renvoie à Crépuscule. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que Crépuscule a été un phénomène social pour une raison très simple. C'était la première fois... Absolument, un best-seller absolu. Avec des résultats de vente importants, mais surtout en fait... Je dis pas qu'il n'a pas marché ou qu'il est mauvais, je dis que je ne l'ai pas lu. Non, c'est pour ça, mais qui était important. J'ai déjà plein de classiques en retard. Mais c'est pas une question, c'est une question de compréhension de comment aujourd'hui des hommes politiques sont fabriqués à travers notamment une manipulation de l'appareil médiatique qui est lui-même entre les mains d'un certain nombre de personnes qui ont fait fortune grâce à leurs accointances avec l'État. Vous avez Niel, Bernard Arnault et ainsi de suite, qui en fait vont soutenir des figures qui vont leur permettre de maintenir et d'accroître leur pouvoir. Et donc en fait, je décrivais comment cette mécanique... Donc ça, si vous donnez cette idée, si vous la présentez en idée, on va vous dire, ouais, bon, complotisme, je sais pas quoi, et ainsi de suite. Moi, j'ai eu la possibilité, à travers un travail d'enquête et mon expérience personnelle au sein de ces systèmes, ayant rencontré ces gens-là assez tôt, de décrire de l'intérieur comment elle s'était mise en branle, cette machine, pour l'élection d'Emmanuel Macron. Et comment, dans ces circonstances, l'élection n'a pas eu besoin d'être truquée ni volée, parce qu'il suffisait de faire croire aux gens un certain nombre de choses pour les inciter à voter dans une direction différente. Et vous savez qu'aujourd'hui, le niveau de politisation et d'accès direct au savoir est relativement faible. Tout à fait. Et donc, à partir de là, si vous bombardez les personnes d'un certain nombre d'informations dans une direction différente, en l'occurrence, c'était entre autres la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qui a été romancée et mise en avant dans la presse people de façon massive pour créer une forme d'attachement émotionnel à défaut d'avoir des idées à proposer, ainsi de suite. Et dans un contexte de crise politique, un certain nombre de facteurs ont permis, en fait,
d'injecter ce personnage dans l'espace politique. Je partage tout à fait l'idée selon laquelle, à tout le moins, il y a eu des sympathies de la part de la presse et des médias en 2017 puis en 2022 pour le président de la République actuelle. Je le partage absolument. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être tout simplement le fait qu'on a des journalistes qui sortent d'écoles où la pensée est préfabriquée, où on leur explique que globalement il y a, et moi qui suis d'extrême droite, d'après prétendument d'extrême droite, je fais partie des gens qui ne sont pas fréquentables, je suis du mauvais côté de la barrière, qu'il y a des gens donc qui sont fréquentables et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que tout cela ne serait pas tout simplement lié au fait que notre système de formation, notamment dans les écoles journalistiques, est gangréné par une espèce de conformisme et de bien-pensance, sans pour autant qu'on puisse y voir une volonté oligarchique de mettre quelqu'un à ce poste-là. Là, vous avez deux interprétations possibles. Soit c'est volontaire de générer une médiocrisation de l'esprit intellectuel de façon générale, en l'asservissant, en le corrompant. C'est ce qui est décrit dans Les Illusions perdues de Balzac, c'est ce qui existe depuis 2 siècles, c'est-à-dire on a tout intérêt à mettre des gens qui pensent peu et mal dans des positions d'influence. D'accord ? Et on va tout faire pour créer un système, pour qu'à BFM TV, vous ayez des gens qui ont 2 neurones et qui, à un moment donné, en fait, vont juste répéter ce qu'on leur dit de répéter. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, en effet, c'est tout simplement qu'on est face à un rapetissement de la France, qui passe notamment par le fait que les journalistes qui, à 50 ans, étaient des intellectuels, qui étaient formés en histoire, qui étaient formés en géographie, qui étaient formés en philosophie, qui étaient formés en droit, et qui ensuite devenaient journalistes. À partir de cette connaissance, cette maîtrise de fondamentaux, eh bien cette substitution par cette sorte d'esprit de la technique, c'est-à-dire que c'est le moyen devient fin, c'est-à-dire qu'on vous apprend à... Ça vous attriste que le débat public il ait lieu chez Hanouna, par exemple ? Mais non, parce que Hanouna, c'est tellement caricatural que ça devient, vous voyez, quelque part, un relâchement. Les gens savent qu'ils vont voir les guignols chez Hanouna, en vrai. Vous voyez, enfin, ils vont voir des guignols incarnés. Et d'ailleurs, les chroniqueurs sont des personnages qui, consciemment, volontairement, étant payés pour, vont endosser le rôle pour Raymond du camionneur, qui populaire, un peu pour Gilles Verdez, l'homme supposément de gauche, pour Mathieu Delorme. Vous voyez, chacun va accepter d'endosser les habits volontairement caricaturaux. Ça, c'est un jeu de posture qui est assumé. Quand vous allez sur ça dit quoi quand même ? Ça dit quoi Mais ça dit juste que les Français en ont tellement marre de ce système médiatique qu'ils préfèrent sa caricature à la réalité. Et l'abaissement du politique qui va chercher le français dans la caricature du système informationnel est en soi un symptôme. C'est-à-dire qu'il n'est même plus capable d'attirer l'attention sur BFM et compagnie, donc il est obligé d'aller chercher là où en fait les Français vont se réfugier pour s'éloigner d'eux. Enfin, il y a aussi, c'est avoué, Yann Barthès, où là, c'est la même chose. C'est la même chose pour d'autres classes sociales, c'est-à-dire pour les classes plus embourgeoisées en ce qui concerne Yann Barthès, ou encore plus jeunes, ou pour les bourgeois plus âgés, pour Cet Avou et compagnie. Et tous, vous en aurez noté que chacune de ces émissions va être produite par les 9 personnes que je décrivais, qui sont Xavier Niel, Vincent Bolloré, Lagardère, Arnaud, et bon, il y en a quelques autres de plus secondaires, mais qui chacun, Xavier Niel avec Cet Avou via Media One, Bouygues avec Quotidien, Bolloré avec Hanouna, chacun va avoir son segment, et va chercher à en faire un vecteur idéologique, donc Quotidien relativement progressiste, mais d'une social-démocratie très limitée. Soit pas les représentants du RN. Hanouna, de plus en plus vers une droite assumée, décomplexée, radicale, et Lagardère d'antan pour la droite classique, et ainsi de suite. On pourrait pour chacun le décrire. Et Xavier Niel, évidemment, pour l'extrême centre, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron de façon massive depuis 2016, avec Mimi Marchand et compagnie, et avec des porosités. Mimi Marchand, qui était l'agent d'influence d'Emmanuel Macron... Il vient de racheter sa société, je crois. Voilà, s'est fait racheter par Xavier Niel, et en même temps, était très proche de Hanouna. Donc évidemment, mais ce qui est intéressant... Vous pouvez les diviser, mais c'est des gens qui, à Villa-Montmorency, vous pouviez croiser Bolloré, vous pouviez croiser Xavier Niel, enfin, ils vivent dans des espaces très confinés, qui sont assez similaires, qui sont dans le 16e, qui sont à Neuilly, et ainsi de suite. C'est des gens, Bernard Arnault a racheté l'hôtel particulier de Lagardère pour s'y installer. Enfin, on vit dans des territoires qui sont plus réduits que le plus petit des villages français. Et donc, évidemment, il y a des confrontations idéologiques. Mais au-dessus de tout,
il y a la capacité à préserver leur influence. Jérémy veut défendre Bolloré. Non, pas du tout. C'était pas pour défendre ça, mais plus pour dire que sur le... Je vais être d'accord avec vous sur le constat, mais en fait pas sur les solutions. Sur le constat de dire que oui, aujourd'hui, il y a une faillite des élites, qu'il y a une déconnexion avec le peuple, que tout ce système aujourd'hui, tel qu'il fonctionne en France, est obsolète d'un point de vue politique et démocratique. Mais on n'est pas d'accord sur les solutions. Vous dites, c'est la guillotine, il faut faire couler le sang, il faut tuer tout le monde, etc. Je trouve pas que ce soit vraiment... Enfin, de souffler sur les braises de la terreur et de la guerre civile soit la solution pour sortir par le haut de cette crise politique. Et je trouve que vous ne prenez pas assez en compte le fait que vous dites il faut parler pour le peuple. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un peuple français. Il serait naïf de dire qu'il y a aujourd'hui un peuple français. Il y a des peuples français. Je veux dire, il y a le peuple français du Front populaire, mais il y a trois peuples français, je pense. Il y a le peuple français des Gilets jaunes que vous avez défendu, et je suis d'accord avec vous, qui est complètement différent du peuple style Sandrine Rousseau qui pense que la priorité de la civilisation, c'est lutter contre le barbecue. Et ensuite, vous avez le peuple, en effet, plutôt islamo-gauchiste, ou en tout cas qui bascule dans le clientélisme et dans l'islam politique, ou qui sont pour la plupart des gens issus de l'immigration. Ces gens n'ont rien à voir les uns avec les autres, et d'ailleurs ne se parlent pas, vivent non pas côte à côte, mais face à face. Et donc, vous pensez que vous allez réconcilier ces gens-là sous le coup d'une révolution populaire, etc. Mais en fait, ça ne finira qu'en affrontement entre ces différents peuples. Donc à une guerre civile. Moi, je suis d'accord qu'un système constant, c'est là où on va. Un système constant, justement, par incapacité de ce système représentatif à faire peuple, c'est à cet affrontement qu'on va avec... Je ne suis pas forcément d'accord avec le séquençage que vous avez fait, il y aurait d'autres catégories, et ainsi de suite, mais en tout cas, cette sorte d'effondrement de l'idée de peuple français, elle est quand même notable. Donc à partir de là, justement, moi je pense qu'un des facteurs... du camp macroniste, celui-là, il est bien réel. Hein. Oui, mais sauf que dans les sondages. Un des facteurs fondamentaux qui font qu'on n'arrive pas à reconstituer derrière le peuple français, c'est entre autres, c'est pas le seul, ce contrôle sur l'information et cette subdivision de blocs en blocs au sein de cette information qui servent des intérêts. Alors, Bolloré, par exemple, la gauche est d'une stupidité fondamentale à se centrer sur Bolloré en l'attaquant dans les médias Xavier Niel, sans dénoncer le fait que Xavier Niel a un impact, et depuis des décennies, d'autres comme Lagardère et ainsi de suite, sur l'espace social. Pigasse, par exemple, qui est co-actionnaire de Media One, qui a dit que lui, il soutenait le nouveau Front populaire, ancien banquier d'affaires qui Pigasse, c'est l'idiot utile de Xavier Niel. C'est celui que Niel a utilisé pour se prétendre de gauche, pour prendre le contrôle du monde. Vous voyez, alors que ça fait partie des... Vous avez besoin avec Pierre Berger, vous avez besoin de cautions qui vous permettent de vous faire adopter par une rédaction qui, à l'époque, était plutôt dans une sorte de centre gauche modéré ou qui se croyait de gauche. Donc, à un moment donné, la reconfiguration de cet espace social, pour moi, il passe par une radicalité politique à l'égard de ces élites, parce qu'il faut s'en débarrasser, c'est eux qui entravent la prise de décision. Et le système parlementaire tel qu'il existe aujourd'hui, y compris sous la Ve République, ne va pas permettre de résoudre ça. Parce qu'à l'Assemblée demain, vous pensez vraiment que le RN... On est en train, par exemple... La gérontocratie, en fait, même s'ils sont jeunes en apparence, les Attal, les Bardella et compagnie, on est dans une France où on est en train de débattre depuis une semaine de Léon Blum. Je veux dire, enfin, qu'est-ce qu'il en penserait, Léon Blum, de ce nouveau Front populaire ? Exactement. Qu'est-ce que penserait Léon Blum ? Mais on est dans un concours en plus où chacun essaie de se prétendre docteur en histoire de la Troisième République pour dire qu'il était député de 1919. Mais personne... Mathilde Panot n'avait pas l'air de savoir que... Quel est le rapport Elle se prétendait comme le titan de la pensée politique de gauche, Mathilde Panot, alors que c'est la politique de caniveau. Et pour s'opposer au RN, on invoque des éléments historiques d'il y a 80 ans, ce qui est quand même une faiblesse intellectuelle marquée, c'est presque un aveu d'impuissance, ou à l'inverse. Pourtant, c'est ce que fait la gauche en permanence vis-à-vis de la droite. Et à l'inverse, de rappeler, à l'inverse, on a une sorte de fragilité dans l'accusation, les discours qui cherchent de la part de l'extrême centre à centrer ces accusations sur la gauche, sur la question de la guerre à Gaza et compagnie, par incapacité à répondre aux arguments qui font qu'en fait on a un pouvoir qui a fait exploser les déficits et la dette publique sans à aucun moment améliorer le quotidien des Français. Ces questions-là auxquelles ils sont incapables d'apporter des réponses, donc ils utilisent, ils instrumentalisent. Alors justement, qu'est-ce que vous dénoncez aussi, quand ces journalistes de France Inter, je crois que c'était d'ailleurs ta sœur, mon cher Romain, qui avait été apostrophé sur Pétain, sur France Inter. Enfin, c'est ridicule, ou finalement ça a du sens encore selon vous, ce type d'attaque dans le jeu ? Ça leur fait gagner des points, donc franchement qu'ils continuent. Plus ils disent ça, plus les gens ont envie de voter pour eux. Donc c'est franchement comme les tribunes d'artistes, quoi. C'est génial. Ça pourrait avoir du sens si on avait en fait une élite représentative extraordinairement cultivée, qui était capable d'avoir des rapports de rebond et qui elle-même s'inscrivait dans cette histoire, mutuellement. Là, pardonnez-moi, aucun des acteurs politiques présents en France s'inscrit, à part peut-être Zemmour et Mélenchon, qui ont une culture historique chacun. Les autres sont juste dans un jeu de signifiants
où ils cherchent en fait à se donner des cautions morales par incapacité à donner des arguments factuels. Vous avez vu la déclaration, pardon, et je te laisse après parler, Denis, de Mathieu Kassovitz, là, qui a fait beaucoup réagir dans la nébuleuse. Mais non, mais je suis désolé, vous n'allez pas me faire faire ce Kassovitz un acteur politique. Pardonnez-moi, on n'est pas à ce niveau de décadence. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où les personnes restent à leur place. En l'occurrence, cet individu reste dans la sienne, qui est relativement mesurée, voire minime à l'échelle de la société française, et on passe à autre chose. On ne va pas, parce que quelqu'un a eu la merveilleuse idée de lui donner la parole sur ces questions-là, de commencer à s'appuyer sur sa parole, au contraire s'entre-déchirer ou à discuter à partir de ce que lui a affirmé. Oui, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de ces artistes ou de Sandrine Rousseau, ou de... Enfin, je veux dire, mais il y a peut-être une petite contradiction, parce que tout à l'heure, là, vous dénoncez justement le phénomène caricatural contre l'extrême droite, etc. Mais tout à l'heure, vous avez vous-même parlé d'extrême droite en parlant de ce camp politique. Or, aujourd'hui, dans les faits, si on prend les faits purement historiques sur qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, la définition, c'est-à-dire l'anti-parlementarisme, l'anti-liberté d'expression, l'anti-liberté individuelle, rien ne correspond aujourd'hui le Rassemblement national ou même Reconquête ne correspond pas à cette définition. Je parlais d'extrême droite pour parler de ça. Je ne suis pas d'accord en ce qui concerne Reconquête, et je ne suis pas loin d'être en désaccord complet en ce qui concerne une partie du RN, où vous avez quand même encore, je ne sais plus si c'était la fille ou la sœur de Jean-Marie Le Pen, qui expliquait que... que c'était Paulette ou René, je ne sais plus, mais qui expliquait que, en gros, Marine Le Pen, on lui apprenait à parler de l'oncle Hitler et de Dolphy. Vous avez vu cette vidéo? Je vous assure. Donc, attendez. On a quelqu'un qui fait partie de la famille de Jean-Marie Le Pen, donc il peut. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Elle est extraordinaire. C'est la mère de qui? C'est la mère de Marine Le Pen. Pierrette. Qui a dit que clairement, il était biberonné. Merci pour le public qui nous rattrape. Clairement, elle a dit que... factuellement, explicitement, qu'ils étaient biberonnés au racisme. Non mais attendez, pardon. Non, là, réponds. C'est pas ça, c'est que, je pense qu'à mon avis, c'est hors contexte, absolu. C'est hors contexte. Donc, je vais revenir sur un point. C'est des conflits de divorce et de guerre ignobles dans lesquels, effectivement, par médias interposés, c'était à celui qui disait Picampo de l'autre. Enfin, voilà, c'est pas... On peut pas, au même titre... on ne peut pas commenter Kassovitz, on ne peut pas commenter les dires d'une dame qui était en conflit avec son mari. J'ai essayé de faire écho aux inscriptions historiques ou non des familles politiques et du coup de la capacité à catégoriser ou pas. C'est un fantasme. Mais mettons ça de côté. À 16 ans, il était dans les rues de la Trinité avec un flingue sur lui et il aurait pu être assassiné par ça. Vous avez raison. Si on revient... à l'époque de la France occupée. Si on revient... Trinité-sur-Mer, village de 300 habitants. Si on revient au programme, donc, pardon, je vais essayer de me réélever après vous, en effet, être rentré dans l'anecdotique. Si on revient au programme politique, le Rassemblement national a un programme politique qui correspond à une droite libérale classique, c'est-à-dire... Libérale avec la retraite à 60 ans Non, dans le maintien, pas 40 annuités. Ils ont renoncé, mais donc réintégration dans le commandement... Enfin, maintien dans le commandement intégré de l'OTAN, maintien dans l'ensemble des institutions européennes. Moi, je suis pas représentant, donc... Non, mais je ne vous parle pas à vous en tant que représentant du tout. Non, pardon, je vous regarde, mais je vais éviter, parce que j'ai rien en face. C'est la parole, parce qu'on parle beaucoup du... Maintien... Non, mais gauche et du Front populaire, moi, j'ai bien envie de parler du fond programmatique. Y compris... Pardonnez-moi, c'est pour ça qu'en effet, il y a une sorte d'hystérisation du débat public qui est complètement artificielle et qui vise juste à renforcer mutuellement les camps, y compris sur questions migratoires. La différenciation avec les politiques macroniennes est relativement faible aujourd'hui. Ah, alors c'est marrant, je vois pas ce qui vous fait dire ça. En fait, le sujet, c'est faut-il abattre la Macronie, donc qui est formulé évidemment d'une manière un peu provocatrice, volontairement provocatrice. Sur la question faut-il abattre la Macronie, la réponse elle est simple. Il n'y a pas besoin d'abattre la Macronie. La Macronie, elle s'est abattue toute seule, et ce pour deux raisons. D'abord parce que je pense que le projet originel est vicié, authentiquement vicié, parce que la Macronie, c'est quoi? C'est un ramassis d'opportunistes, des gens qui ont été des opportunistes et qui en réalité considèrent que la France passe après un projet, après un certain nombre de projets dont le principal est un projet européen et fédéraliste. Non, puis c'est des gens qui depuis 40 ans pensaient la même chose, c'est l'UMPS quoi. Absolument, c'est des gens qui nous faisaient croire qu'ils étaient de gauche et de droite et qui au fond étaient assez d'accord sur l'essentiel. Exactement. Ça a permis une clarification. Je crois que Emmanuel Macron a pris la veste de sa vie dans les urnes lors des élections européennes. J'espère qu'il s'apprête à prendre la seconde veste de sa vie lors des élections législatives. Et de ce fait, Emmanuel Macron va être mis il pourra terminer son quinquennat, son second quinquennat. Et juste pour terminer, Eric, en 10 secondes, tant et si bien que si les urnes s'en chargent, si véritablement, par exemple, le Rassemblement national, ce que j'appelle de mes vœux, obtient la majorité absolue et que Bardella devient Premier ministre,
Les urnes auront parlé, on n'a pas besoin de tuer tout le monde et de mettre des guillotines. On aura réussi à mettre Emmanuel Macron hors d'état de nuire. Okay, quelles sont les propositions de Jordan Bardella par rapport à ce qu'a fait la Macronie? Donc disons par exemple le rapport aux médias. Aucune. Quelles sont les propositions de Jordan Bardella sur lesquelles vous pensez de... Ça, c'est pas ce que je pense. C'est l'absence d'énonciation. Pour moi, la Macronie, c'est plus 1000 milliards de dettes, 500 000 étrangers supplémentaires tous les ans. Et sur le Rassemblement national, ces questions-là, il y a des réponses. Vous dites que vous êtes gilet jaune. C'est vous qui avez dit. Le Rassemblement national... J'ai pas dit que j'étais gilet jaune. Moi, j'y ai participé. Au début, avant que ce soit totalement phagocyté par l'extrême gauche. Au moment où le Rassemblement national... le vrai peuple. Au moment où les gilets jaunes sont dans la rue, au tout début, il y a Marine Le Pen qui est invitée aux 20h de TF1 et qui fait un regard caméra en expliquant qu'il faut rentrer chez soi, et que derrière, elle sera une alternative républicaine, et ainsi de suite. Donc elle s'inscrit complètement dans la dynamique post-macronienne. À aucun moment... Mais ne pas être révolutionnaire, c'est pas forcément être macronien. Très bien. Eh bien, moi... Je suis pas macronien, je suis pas pour votre révolution. Moi, j'ai un désaccord fondamental avec vous, qui consiste à dire que j'ai défendu toutes les personnes qui, pour certaines, ont sacrifié ce qu'elles avaient de plus précieux. C'est tout à votre honneur. Non, pardon, c'était pas pour mettre en valeur moi, c'était pour le mettre en valeur eux, pour participer à la chute et à l'effondrement de cet édifice politique. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de dire qu'ils se sont effondrés d'eux-mêmes. Ça a été une guerre d'attrition et d'usure particulièrement douloureuse qui a mobilisé des moyens d'État extraordinaires pour faire taire chaque espace de contestation qui naissait dans le pays de façon chronique et qui, à un moment donné, a fini par générer une forme de dégoût au-delà des politiques qui étaient adoptées, qui a amené à la séquence actuelle. Donc il ne faut pas sous-estimer cette ampleur. Non, mais c'est aussi les politiques prises par Emmanuel Macron qui l'ont rendu. Enfin, je veux dire, voilà, la combinaison des deux. Que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'économie, sur tout un tas de sujets, Emmanuel Macron s'est ridiculisé en disant un jour blanc, un jour noir, et puis en faisant le contraire de ce qu'il avait dit la veille. Donc en effet, le Rassemblement national, entre-temps, s'est installé dans les institutions et a attendu que ça passe. Voilà. Et moi, j'ai défendu des personnes qui ont risqué beaucoup pour les faire tomber. Ce qui me place dans une dynamique qui est extra-électorale. C'est-à-dire que les gens qui se sont battus, je les ai vus se battre vraiment en prenant des risques fondamentaux, en dehors de ces querelles et de ces luttes partisanes. Et c'est à partir d'eux que donc je défends des alternatives qui n'ont pas vocation à s'insérer dans la dynamique électorale actuelle. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour abattre la Macronie, comme vous dites? Mais la Macronie, c'est une expression d'un système, d'accord? C'est une des expressions d'un système qui cherche à se reproduire, à se maintenir, qui cherche à maintenir le système économique français. Vous ne pensez pas que Bardella et Le RN, comme dit Denis, sont les ennemis de la Macronie? Mais pas du tout. Le Rassemblement national se nourrit de la bête. Et justement, on voit bien la montée de plus en plus importante du Rassemblement national à mesure... Moi, j'ai appelé à voter blanc en 2017 parce que j'ai dit c'est la suite logique d'un logiciel macroniste, libéral, mondialiste et ainsi de suite, ça va être nécessairement le Rassemblement national. Et ils n'ont qu'à s'installer, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont installés, ils ont attendu. Ils ont attendu et c'est venu. Et ils ont eu raison de s'attendre. Et aujourd'hui, ils sont un peu pris de court, donc ils ajustent le programme à la dernière minute pour s'assurer que finalement, il n'y aura pas trop de déception et qu'il n'y aura pas trop de rupture et ainsi de suite. Et ils vont continuer une forme de gestion de l'existant dont je suis désolé, si vous attendez à ce qu'il y ait une rupture pour le peuple français avec leur victoire, si victoire il y a, vous vous trompez. Fondamentalement, ça va être une perpétuation de l'existant. Si vous pensez que ce que vous considérez être la priorité, c'est-à-dire par exemple la crise identitaire française, va être résolue par ce qui est proposé par le Rassemblement national, vous êtes dans l'erreur la plus absolue, parce que la France, si au niveau identitaire, ce qu'elle traverse, c'est avant tout une crise spirituelle. Vous êtes tous en train à chaque fois d'attaquer ce que vous considérez être l'ennemi, que ce soit l'islam, la migration et ainsi de suite. Ça fait partie de l'identité française. Non, moi je vous dis que ce qui vous manque profondément dans votre discours, tel qu'il est représenté dans l'espace public, c'est une défense de vos valeurs et de votre culture, y compris de votre religion, qui à aucun moment n'est présente. C'est-à-dire que vous êtes en permanence sur la défensive, en train de chercher des boucs émissaires à notre faillite. Notre faillite, elle est massive. Elle est massive aujourd'hui parce qu'on est dans l'incapacité de proposer une alternative plus séduisante à ces individus que celles qui sont proposées, que ce soit par l'islam ou par d'autres religions. Et c'est cela qui génère l'effondrement de la France. C'est pas le fait que des personnes viennent avec leurs croyances sur le peuple français, sur le territoire français, que soient incapables de les convaincre qu'il y a d'autres projets derrière. Sans vouloir vivre à l'occidental et à la française. Mais parce que qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Mais on n'a rien à leur proposer. On est un territoire avec une histoire, avec des valeurs, avec des traditions. Si ces gens viennent sur notre territoire... Quelles sont les valeurs et traditions de la société française aujourd'hui? Elles sont effondrées. Elles sont effondrées, vous le voyez bien. C'est bien le problème. Enfin, on a un mode de vie, on a une culture. Je suis désolé, on n'est pas une coquille vide. Vous me faites penser à celui que vous décrivez et décrit beaucoup, qui est Emmanuel Macron. En fait, et je voulais dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous êtes exactement dans le discours de la négation. Il l'avait dit lui-même, il n'y a pas de culture française, et vous favorisez en permanence des conflits
interne au sein du pays en défendant des personnalités qui justement font tout, et je mets de côté les gilets jaunes et la crise du Covid parce que c'est un sujet bien particulier, très complexe où il faudrait prendre beaucoup de temps de développer, mais indépendamment de ça, quand vous défendez des personnalités comme Kévin Seba ou quand vous défendez comment je peux dire, l'émeute de 2005, je ne sais pas ce que vous avez dit lors de la dernière émeute qui a généré plus d'un milliard de destruction. Ça c'était en Nouvelle-Calédonie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, plutôt que d'essayer effectivement de construire une identité, et je suis sûr qu'il y a plein de nuances de l'identité française, mais que l'important c'est de se réunir pour avoir un projet commun. L'identité est pour moi de facto liée aussi à la spiritualité, mais il faut d'abord commencer quelque part. À ce moment-là, oui, vous pourriez nous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. Sauf que là, en fait, vous soufflez sur ce conflit interne. J'ai essayé de vous répondre. Je pense que vous mélangez un discours soit partisan, soit instrumental, qui, à mon avis, c'est pas du tout quelque chose de personnel, mais qui ne m'apparaît pas digne, parce que quand je défends des personnes qui sont mortes électrocutées, je ne défends des jeunes, des enfants ou adolescents de 14 et 15 ans, je ne défends pas des émeutes. Vous voyez, vous rentrez dans des raccourcis qui sont particulièrement dangereux. Parce que vous rentrez vous faites semblant de prendre cette affaire comme si, évidemment, vous n'auriez pas de représentation médiatique. C'est Jordan Bardella qui a... Pardon, pour vous donner sur cet exemple. Vous débrouillez toujours pour être devant les médias. Vous les critiquez beaucoup, mais vous y êtes souvent. J'avais 23 ans à cette époque. Avec Apolline de Malherbe, notamment, sur l'affaire Bolloré. Kavinsky, sur, par exemple, cette affaire, juste pour donner un exemple rhétorique, c'est pas mon cas qui importe. C'est Jordan Bardella, à mon sens, qui a soufflé sur les braises en utilisant cette situation pour parler d'ensauvagement des banlieues, alors que ces gamins en particulier n'y participaient en rien. C'est un prétexte. Et c'est ça, oui, c'est un prétexte. C'est un prétexte, Voilà. Ça on est tous d'accord là-dessus, c'est un prétexte. Quand vous, au contraire, vous défendez juste la réparation qui est due à la fois symbolique et morale à ces jeunes qui sont morts pour rien, comme c'était dit à l'époque, vous n'êtes pas en train de... Quand vous allez au Sénégal, vous cassez du sucre sur le dos de la France. À aucun moment. Et pardonnez-moi. Vous parlez des réseaux qui infiltrent l'oligarchie sénégalaise, etc. Enfin, il y a beaucoup de combats que vous prenez parce que justement, ils vous exposent et ils vous mettent comme le héros de la défense absolue de ce qui détruit. Et ça, vous avez ce côté très romantique. Et ça, effectivement, il faut le reconnaître, il y a du courage. C'est très important de maintenir un pont entre notre pays et ces territoires. On va dans la nuance. Parce que sinon, et quand vous dénoncez l'accusation, quand vous accusez votre gouvernement de complicité, de dégradation de l'idée que se font ces gens de la France, vous êtes en train de la défendre, elle, contre votre gouvernement. Et au contraire, quand on essaye de vous abattre parce que vous seriez en train d'atteindre aux intérêts de la nation, alors qu'au contraire, vous êtes en train d'essayer d'éviter que ceci soit dégradé par cette action de ces personnes qui n'est pas légitime, vous êtes en train de protéger une idée plus grande que celle que prétendent incarner ces individus. C'est ça le sens de ma lutte. À aucun moment, j'ai commencé à rentrer dans un discours de dénigrement systématique de la nation française et de cette idée qui m'a fait venir et qui m'a fait demander la naturalisation. Vous voyez, c'est quand même... Je suis dans une démarche depuis toujours, mais qui me permet aussi, à travers de ce chemin que j'ai eu à adopter, qui n'était pas quelque chose de naturel chez moi, de comprendre ce que peut être un conflit identitaire, de comprendre ce que ça peut être l'ambivalence que l'on peut nourrir à l'égard de cette idée. Il n'y a pas de culture française, donc... Non, je suis en train de dire que la culture française et les traditions et les valeurs françaises, aujourd'hui, sont très difficiles à identifier parce qu'elles ont été dégradées. Je suis absolument pas d'accord. Dégradées. Non, mais on balade un mode de vie qui... Aller dans n'importe quel village, vous allez le retrouver, simplement que Paris n'est pas là. Paris n'est pas là. Typiquement. C'est exactement ce que je dis. La France existe. Quel est le rapport entre un jeune bourgeois qui se veut de gauche du 11e arrondissement et quelqu'un qui va vivre aujourd'hui dans un village de la Creuse, de la Drôme, et qui va connaître une désaffection à l'égard de l'idée de la France, du fait de l'absence de services publics et ainsi de suite. Quel est le rapport aujourd'hui entre quelqu'un qui va vivre une réalité sociologique comme celle que vous vivez dans une banlieue française avec celle qui... Vous voyez, cet écartement, cette absence... On partage quand même une histoire et une culture commune. Et je pense que c'est là où vous faites une erreur de lecture, puisque de tout temps et à toutes les époques, en tout cas depuis que l'État-nation existe, on s'est senti français, on a pu se sentir appartenir à la communauté nationale avec des différences de classe, avec des différences de géographie. Quelle est la transcendance de cette idée aujourd'hui ? C'est ça que je cherche à identifier. Et donc, vous avez parfaitement raison. Et donc, j'allais dire, mais êtes-vous devenu de droite, Monsieur Branco ? Puisqu'en définitive, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que nous n'affirmons pas suffisamment nos valeurs, nos traditions, voire même nous ne l'imposons pas suffisamment à des gens qui nous rejoignent, tant et si bien qu'ils sont légitimes à essayer d'imposer la leur. C'est ça que vous dites en arrière-plan. Je crois à la et nécessité si du c'est ça désir que vous politique. pensez, alors votez Jordan Bardella.
Mais non, mais je vous assure. Je vous assure. Parce que Jordan Bardella, vous pensez qu'il a un projet d'attirance et de désir ? Vous avez eu oui, je crois. Vous avez eu des mots tout à l'heure très durs par rapport à Jordan Bardella, que moi je trouve courageux et je pense franchement sincère dans ses convictions. Il est engagé depuis qu'il a 16 ans ou 17 ans, je crois, au Rassemblement National. C'est pour ça que tu as quitté Reconquête ? J'ai quitté bien avant que Jordan Bardella gagne les élections européennes. En réalité, aujourd'hui, je pense que l'erreur de lecture fondamentale que vous faites, c'est que les Français, et je déteste les gens qui commencent par dire les Français veulent. Il y a beaucoup de Français, il y a autant de Français qu'il y a de vision politique de ce pays. Mais la majeure partie des gens, quand ils vont voter, fondamentalement, ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a une oligarchie, s'il y a le néolibéralisme. Ils se posent la question de savoir s'ils sont encore chez eux, s'ils peuvent encore aimer leur pays, s'ils ont encore le droit de se sentir français sans avoir la honte d'être français. Et je crois que je termine juste là-dessus très, très brièvement, et je crois que fondamentalement, le Rassemblement national l'a parfaitement compris. Reconquête se battait aussi pour cela. Et la grille d'analyse, mais qui en plus est loin d'être complètement sans pertinence. Moi, je trouve qu'il y a des choses dans la lecture que vous faites qui parfois, et pour avoir très modestement, je ne suis ni normalien, ni énarque, mais j'ai été aux fonctionnaires et j'ai fait quelques plateaux, et je trouve que parfois dans l'analyse que vous faites, il y a des choses pertinentes. Mais cette grille d'analyse, elle est à mon sens dépassée, et les urnes viennent de vous donner tort. Les urnes, elles viennent de montrer que les Français, ils veulent reprendre leur destin en main. Qu'est-ce qu'elles disent les urnes d'ailleurs Yanis Dalouche est bien silencieux depuis tout à l'heure. C'est surtout une politique d'acharnement, de matraquage médiatique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie politique d'embrigadement où maintenant on a des thématiques liées à l'immigration, le moindre fait divers d'acharnement contre les plaques et instrumentalisé. Mais c'est faux, vous dites n'importe quoi. Tous les jours, il y a 120 coups de couteau. Enfin, il faut arrêter aussi de considérer que l'insécurité n'existe pas. Vous avez une vision Vous avez une vision cataclysmique des choses, et pour recentrer un peu le débat, j'étais d'accord avec Branco qui rappelait judicieusement que oui, le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans une rupture. Clairement, c'est la continuation de toutes les vieilles lubies néolibérales et de la cure d'austérité. Vous regardez, on va de renoncement, Oui, le néolibéralisme. Lisez Naomi Klein sur la stratégie du choc. Vous verrez pertinemment que le néolibéralisme, dans sa composante autoritaire et policière, mène in fine au fascisme, qui est un peu la route de secours du capital. Non, monsieur. Les milliardaires sont considérablement... Non, 50 milliards. Non. Comment peut-on considérer que la France nous sommes le pays le moins libéral du bloc occidental. On est un pays communiste. C'est faux, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. C'est la prédation sur les petits et notamment les épargnants les plus modestes, mais c'est l'impunité, voire des passerelles qui leur permettent de s'exonérer de l'impôt. Enfin, quand vous regardez la politique de Macron, qui est plébiscitée maintenant par le Rassemblement national, parce on va de renoncement en dérobade avec le Rassemblement national. L'abrogation de la réforme des retraites, ils n'en veulent plus. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, ils n'en veulent plus. La sortie du marché européen, aussi, qui est probablement la mesure la plus antisémite d'ailleurs de tous les programmes. L'interdiction de l'abattage cachère, vous savez, les derniers qui ont préconisé une telle mesure, c'était sous le régime de Vichy. D'accord ? Donc nous ne sommes pas pour la fin de l'abattage cachère. Nous ne sommes pas pour la fin de l'abattage cachère. On sort la carte gauche. Nous ne sommes pas pour l'abattage de la vente cachère, mais qui est un sujet périphérique. Quand on regarde les grandes lignes, 50 milliards de cadeaux fiscaux faits par la Macronie aux plus fortunés et aux multinationales. 170 milliards d'aides aux entreprises sans aucune contrepartie, sans qu'il n'y ait aucune conditionnalité sur le versement de ces aides. Que dit le Rassemblement national ? Nous allons maintenir tout ça. Donc maintenant, ils sont phagocytés. Clairement, ils sont de connivence avec le grand capital. C'est-à-dire qu'il faut voir maintenant leur lien d'intérêt avec Bolloré et les grands milliardaires pour finalement dire que les gens qui sont à la racine des problèmes en France, les fameux boucs émissaires, et c'est pour ça que Branco a raison, de dire que ce sont les immigrés qui coûtent cher. Il y a 10 ans, les milliardaires français, la totalité des milliardaires français pesaient 10% du PIB français. 10%. 10 ans plus tard, aujourd'hui, les mêmes milliardaires, on a à peu près 44 milliardaires, pèsent 50% du PIB français. La population là vote est le pour vrai le problème. Là est l'accaparement des richesses. Là est la monopolisation des richesses. Ce ne sont pas les immigrés qui pillent la France. C'est un mensonge éhonté. C'est faux. Quand vous vous rendez dans les hôpitaux, dans les services publics, on a près de 25% en Ile-de-France des médecins qui sont d'origine étrangère, même extra-européens, dont près de 40% sont d'origine algérienne. Près de 40% des médecins généralistes.
d'origine étrangère. Donc quand vous dites que l'immigration... Vous mettez tout et n'importe quoi sur le même plan. Mais c'est vous qui amalgamez en permanence, qui faites des raccourcis honteux en disant l'immigration est un vecteur de déstructuration de la France, c'est un vecteur d'appauvrissement. C'est vrai. C'est faux. La France n'a jamais été aussi riche. La France n'a jamais été aussi riche au niveau de son PIB, plus de 1200 milliards en l'espace de 35 ans, que depuis qu'il y a proportionnellement énormément d'immigrés. Donc c'est faux ce que vous dites. La France ne s'est pas appauvrie. On a une confiscation de la plus-value qui s'est faite au bénéfice d'une petite minorité de gens. C'est les fameux richesses pour la France qui poignardent et qui provoquent l'insécurité. C'est une grande richesse. Sur cette guerre entre... Moi, je pense qu'on est dans une crise civilisationnelle majeure et qui ne se transcrit pas ni en chiffres, ni en... Crise civilisationnelle, c'est-à-dire... guerre de civilisation ? Non, une crise civilisationnelle. Ni en mesure, que ce soit sur l'abattage rituel ou sur la taxation des plus riches, je sais pas, tout ça, c'est de la distraction. Il y a un profond sentiment de solitude dans ce pays qui est en train de s'accroître, qui fait violence de façon massive, qui accompagne notamment une crise du désir, qui à mon avis est à la source de beaucoup de violence chez les jeunes qu'on voit voir exploser en termes de dépression, de suicide, d'absence de rapports sexuels. Tout ça, c'est des symptômes qui sont fondamentaux et qui ne sont pas du tout traités dans l'espace public et dans les débats tels qu'on les pose aujourd'hui, qui sont des débats partisans de savoir est-ce qu'il faut taxer un peu plus, un peu moins, est-ce qu'on est 51%, 45%, etc. Donc, ma prospective, elle est très simple. Si le RN gagne demain, on aura... Vous votez quoi, vous, dimanche ? Attendez, on aura à peu près la même... Non, mais c'est ça, arrêtez de me ramener... Mais non, c'est tout sauf la question de fond, parce qu'on aura à peu près la même trajectoire que si n'importe quelle autre force politique gagne. C'est ça que j'essaye de dire. Aujourd'hui, on a des forces politiques qui ont un logiciel idéologique à peu près commun, qui est un logiciel gestionnaire, qui consiste, avec l'existant, d'accompagner les forces d'un système productif mondial, qui consiste à accompagner les forces d'un système européen institutionnel qui nous prive d'une partie de notre souveraineté, qui consiste à accompagner notre inscription dans un impérialisme occidental qui est en train de s'effondrer à quelques milliers de kilomètres. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, de parti de la paix en France. Il n'y a pas un parti qui dise que notre engagement sur le terrain de guerre russo-ukrainien est dangereux et nous mène... le nouveau Front populaire... Même le nouveau Front populaire... Voilà. Mais même le nouveau Front populaire, dans son programme, veut le maintien des livraisons d'armes de façon non limitée à l'Ukraine. Donc on est sur cette même dynamique qui alimente, et à l'inverse, le Rassemblement national qui longtemps a été isolationniste, qui longtemps a été dans une position sceptique à l'égard non seulement des institutions européennes, mais de l'atlantisme, aujourd'hui veut rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Je pense qu'on mesure mal l'ampleur de rupture qui fait qu'il y a une déreprésentation massive des idées et des angoisses des citoyens français qui sont en train de voir qu'on est en train de les embarquer dans une dynamique qui est similaire à celle de la Première Guerre mondiale, d'alliance contre alliance sur des conflits périphériques qui peuvent nous amener à une catastrophe majeure sans qu'à aucun moment personne ne prenne l'ampleur de la situation, la gravité de la situation rendre des comptes à l'esprit et évidemment on en tire les conséquences. Et les sujets de distraction, parce que, pardonnez-moi, ce sont des sujets de distraction, par exemple, la fixation obsessionnelle sur le conflit israélo-palestinien, la fixation obsessionnelle sur un certain nombre de sujets qu'on a eu jusqu'ici, permettent de ne pas avoir à traiter de façon sérieuse de ces sujets de fond et de protéger la population française, qui devrait être le seul objectif de nos dirigeants, c'est-à-dire de réfléchir d'une part à pourquoi est-ce qu'il y a une telle haine et violence au sein de la société française, pourquoi des gens sont attirés par des fondamentalismes religieux si radicaux extrêmes, parfois avec une bêtise délirante. Par exemple, moi j'ai défendu des victimes dans le procès de l'attentat de Nice, qui est un procès Potemkin, terroriste, dont le seul objectif était d'esquiver la question des responsabilités de l'État, c'est-à-dire l'incurie de nos dirigeants qui ont été incapables de protéger la population française sur un événement pareil, qui ont été incapables de mesurer les conséquences de leur engagement dans la guerre syrienne et du rapport dialectique qu'ils créent avec l'État islamique à ce moment-là, et les risques d'importation du conflit, pour quel bénéfice, aucun si ce n'est plaire à la puissance américaine à l'époque, et qui, au surplus, derrière, ont été obligés d'aller chercher quelques boucs émissaires pour les condamner à des peines délirantes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris un café avec cette personne qui était un psychotique et qui, enfin, n'ont pas réfléchi à cette chose très inquiétante, qui fait que cette personne qui n'avait aucun réseau, aucune allégeance préalable à l'État islamique ou quoi que ce soit, a été suffisamment inspirée par les discours qu'il entendait pour les intégrer
à sa crise psychotique et aller écraser 98 personnes et les détruire au nom d'une idéologie qu'il n'avait pas adoptée 2 semaines avant parce qu'il avait un amant de 80 ans, parce qu'il allait régulièrement coucher avec des femmes par ailleurs, parce qu'il regardait des vidéos porno à des rigots. C'était tout sauf un fondamentaliste islamique en termes d'idéologie. C'était quelqu'un qui, à un moment donné, dans sa crise psychotique, a réussi à se nourrir de ces discours de violence, à se les approprier, donc à s'identifier à eux, et à les appliquer sur le territoire français en quelques semaines, sans qu'il y ait de possibilité de réaction de la part des autorités. C'est ça qui devrait nous terrifier. Et d'ailleurs, quelle est la réponse qu'on a à ça ? Et là, tout ce dont on parle depuis 1h30, tout ce dont parle le Rassemblement national, le droit du sol, etc., ça n'a aucune espèce de conséquence sur cette capacité aujourd'hui. Parce que vous avez des populations sur le sol de France qui estiment que finalement Samuel Paty méritait de se faire décapiter, qui estiment que chez Charlie Hebdo c'était légitime. Mais bien sûr que si, vous avez des gens qui légitiment ça, vous avez des gens qui légitiment ce discours. Et ça, le gouvernement français... Cette pulsion de violence qui est réelle, et qui existe et qui se traduit régulièrement en actes. On le voit, il y a en actes régulièrement, aujourd'hui encore, des attentats, des actes terroristes individuels parfois, selon plus ou moins organisés. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant, c'est y compris suite à l'effondrement des principales organisations terroristes, ou en tout cas leur réduction, que ce soit Al-Qaïda, l'État islamique et ainsi de suite, cette dynamique a persisté. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'appropriation de ces discours. D'une part, elle n'est pas du tout traitée à la racine, c'est-à-dire dans notre rapport à ces régimes théocratiques qui les alimentent, qui les financent, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite. On a laissé le Qatar acheter le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le principal club de France, alors qu'on a l'État qui est le principal financeur des frères musulmans dans le monde. Oui. Mais on laisse les frères musulmans au Parlement européen. Et pour reconnecter même au Bataclan et ainsi de suite, c'est cet État-là à qui on livrait des armes avec l'Arabie Saoudite pour qu'ils le livrent à leur tour en Syrie. Et ce sont ces armes qui ont permis de former les terroristes qui sont ensuite revenus en France pour importer cette violence, après y avoir été attirés par des imams et par aussi les discours de nos dirigeants de type Laurent Fabius, qui à l'époque disait Bachar el-Assad, c'est le diable absolu, il faut absolument l'éliminer par tout moyen, et qui ne faisait rien pour le faire. Et donc, du coup, des personnes qui pouvaient être sensibles et identifier ces questions-là, elles sont absentes du débat public. Et lorsque l'on essaye d'entamer des procédures pour essayer d'aller chercher la responsabilité de ces individus, l'appareil judiciaire fait tout pour l'écraser et pour préserver l'impunité de nos dirigeants et chercher des clampins, des boucs émissaires. Et on pense qu'en condamnant les personnes qu'on a condamnées, on va régler quoi que ce soit. On ne va rien régler du tout. Et en ce qui concerne la politique migratoire du Rassemblement national, je vous mets face à vos contradictions. Vous pensez que c'est en expulsant massivement des personnes, par exemple, disons, qu'on va pouvoir régler cette difficulté. Vous savez que la France est un des pays qui expulse le plus de personnes en Europe. Et vous savez combien de personnes elle expulse ? 40 000 par an. C'est-à-dire rien. Rien. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Parce qu'il faut l'autorisation des pays d'origine. Oui, mais il y a la solution britannique. Et ça, en fait, vous pouvez avoir... Le Royaume-Uni va passer un accord avec le Rwanda. Vous en êtes à vous dire qu'il faut, en fait, qu'on ait un accord avec un État tiers type le Rwanda pour pouvoir y exporter des Marocains, des Algériens et compagnie. Vous pensez que ça n'a aucun sens. Vous êtes face à une aporie qui n'est... Attendez, et je finis juste, qui n'est même pas proposée par le Rassemblement national. Donc si c'est ça ce à quoi vous aspirez, vous êtes en train de jouer un jeu de dupes et à prétendre et à mentir aux Français en prétendant que vous les mettez dans une direction qui n'est pas celle qu'ils vont adopter du tout. Et donc à partir de là, cette élection, y compris pour des personnes qui ont des idées complètement opposées aux miennes, y compris est un jeu de dupes dans lequel vous vous plongez. En fait, si vous considérez qu'il y a un signe égal entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron parce qu'il y aura une continuité de l'État, alors effectivement, dans votre façon de percevoir les choses, je comprends très bien que vous le pensiez. La vérité, c'est que oui, il va y avoir une continuité de l'État et heureusement avec le Rassemblement national. Mais s'il n'y a pas de majorité absolue, pardon, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas un risque de blocage à ce que vient de dire M. Branco. La vérité, c'est que le Rassemblement national peut changer les choses en ayant précisément l'appareil d'État. Et vous disiez, ils ne pourront rien faire puisqu'il n'y a que 40 000 applications d'OQTF chaque année. On en reparle dans 2 ans. Eh bien, il y a des rapports de force que l'on peut engager. D'ailleurs, vous parlez souvent des rapports de force. Et après tout, la diplomatie, ce sont des rapports de force. Il n'est pas du tout impossible de dire à un pays, si vous ne reprenez pas, si vous ne signez pas les laissez-passer consulaires, eh bien, nous couperons vos arrivées Western Union. C'est ce que Emmanuel Macron a cherché à faire. De donner des visas. Il n'est jamais allé au bout de la démarche. Il n'est jamais allé au bout de la démarche. Il a créé une crise diplomatique. Il a créé une crise diplomatique majeure qui a aggravé la situation, non seulement, et qui en plus nous a mis dans une situation de défaillance fondamentale avec un autre sujet qui n'a pas été traité ici, qui est fondamental, qui est la gangrène de la corruption avec l'État français, notamment à travers les trafics et les politiques qui sont adoptées sur les questions de trafic de drogue et ainsi de suite, dans le pays qui est le plus consommateur de drogue en Europe, d'accord ? Et cette question-là non plus, à aucun moment elle n'est traitée, alors qu'elle est une source de danger fondamentale beaucoup plus importante et beaucoup plus directe parce que quel est le pays d'où s'exporte le plus de drogue aujourd'hui vers la France ? C'est le Maroc, vous le savez parfaitement. Et
le Maroc aujourd'hui est un narco-État. Et le Maroc a la capacité de réguler les flux sortants vers la France. Et donc, en essayant de créer une crise diplomatique avec le Maroc à travers cette question des laissez-passer, la seule chose qu'a obtenu Macron, et c'est la seule chose qu'obtiendra le Rassemblement national, c'est aggraver les flux entrants de drogue, de trafic et donc de violence en France, sans aucune capacité de maîtrise à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, vous restez au sein de l'Union européenne. Parce que par ailleurs, vous restez au sein de l'espace Schengen. Parce qu'en fait, vous êtes des hypocrites et vous êtes en train de mentir au peuple français. Le Rassemblement, si vous le défendez l'option du Rassemblement national en disant qu'elle va changer. Et je vous dis que c'est un mensonge. Et je vous mets. Je suis désolé de vous dire, monsieur Branco. On se retrouve dans 2 à 5 ans. Si vous pensez par ailleurs que ce sera comme Mélanie, si vous pensez par ailleurs que la crise identitaire française est liée aux flux migratoires et pas à la dizaine de millions de personnes qui, sur le territoire français, déjà ont des ancestralités et n'arrivent pas à combiner ces identités et les fusionner. Monsieur Branco. Okay, donc là, ils ne veulent pas la combiner. Bon, ils ont le droit d'être maîtres de leur destin. Ils ne veulent pas se créoliser. Ils veulent pas se métisser. Vous savez ce qui vient de se passer ? Ils ont le droit. Rhétoriquement, ce qui vient de se passer, que vous venez d'esquiver ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que monsieur Branco, vous n'avez toujours pas répondu à ma première question. Vous n'allez pas expliquer. J'essaie de vous répondre à peu près honnêtement. Ces gens-là ne sont pas et ne seront jamais expulsables. Donc vous ne réglez rien avec cette proposition. Mais pourquoi ne le seraient-ils pas ? Mais c'est incroyable de dire ça. Vous voulez expulser 10 millions de Français ? Mais pourquoi ne le serait-il pas ? C'est pas parce que... Expulser 10 millions de Français. Mais assumez-le, proposez-le. Ne dites pas que vous allez expulser quelques dizaines de milliers de Français. Attendez, là ce que vous faites, c'est que 1, vous parlez fort, 2, vous parlez plus vite, et 3, vous faites des procès d'intention. Donc maintenant, si vous permettez, je vais vous répondre un peu calmement, parce que vous dites, excusez-moi, sur cette question, à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas du tout d'impossibilité à appliquer des OQTF. Beaucoup de pays, d'ailleurs, arrivent à reconduire ce qu'on appelle... Mais je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Ça n'est pas le sujet pour vous. Non, mais c'est impossible. Moi je dis que c'est possible et j'explique pourquoi. Et souffrez que ce ne soit peut-être pas votre sujet, mais que ce soit le sujet de 36% des Français ou 40% des Français. Quels sont les flux entrants migratoires annuels à peu près en France ? Vous le savez, alors les flux légaux, on est à peu près autour de 500 000. Oui, mais tout combiné. C'est très compliqué de savoir les flux illégaux par définition. Voilà, mais les estimations qui sont ça va entre 150 et 1 million, donc on ne peut pas savoir exactement. Disons que ça fait entre 650 et plus d'1,5 million de personnes par an. On arrive à peine à expulser 40 000 personnes par an. Mais parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour le faire. En étant le pays d'Europe. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. En étant le pays d'Europe qui expulse le plus de très grands. C'est-à-dire 8% de QTF. Vous savez combien de personnes, c'est presque une question technique, vous savez combien de personnes sont expulsées par l'Espagne, disons, chaque année ? En Espagne, non, j'ignore les chiffres. 3 000. Et c'est un modèle. Et c'est la moyenne européenne. Pour vous dire que, techniquement, ce que vous proposez est une illusion. Donc à partir de là... Et Mélanie, alors donnez-moi maintenant les chiffres, entre avant et après Mélanie. Allez-y, dites-moi. Non, mais je vous pose la question. Dites-moi. Non, mais je ne vais pas faire les questions et les réponses. Il y avait combien avant Mélanie, il y en a combien maintenant ? Il n'y a pas eu d'évolution sur les expulsions. Bien sûr que si. Elle a passé des accords avec l'Albanie, notamment. Voilà, sur la limitation des flux entrant à l'arrivée. C'est pas pareil. Donc on peut agir. Parce que c'est un. Donc on peut faire quelque chose. On n'est pas obligé de régulariser aussi facilement. On n'est pas obligé de laisser rentrer aussi facilement. Les gens qui arrivent en France, ils arrivent en France ou ils arrivent d'abord en Italie ? Ils passent par la Grèce, l'Italie, l'Espagne, ils arrivent en France. Ils n'arrivent pas directement en France. On pourrait se poser savoir aussi la question pourquoi ils arrivent en France et ils ne s'arrêtent pas en Italie. Ce serait intéressant. Peut-être parce qu'il y a un système de prestations sociales moins intéressant en Italie. Les pays frontaliers. Si, monsieur Branco. Mais ça, vous ne voulez pas le voir. Parce que votre lecture vous empêche de penser la chose. Vous avez un discours complètement idéologique et moi, j'essaie de vous répondre pragmatiquement. Mais non, moi je suis en train d'essayer de vous expliquer que les pays frontaliers, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ont une capacité à réguler ces flux parce que c'est les points d'entrée. Mais une fois qu'ils sont en Grèce, en Espagne, en Italie, tant que vous changez rien à l'espace Schengen et tant que vous décidez pas de se sortir de ce système, vous ne pourrez plus faire grand-chose. C'est tout ce que je dis. Et par rapport à ça, par rapport à votre électorat et à ce que vous dites être la préoccupation de votre électorat, vous êtes en train de leur mentir et de créer une illusion. C'est tout ce que je dis. Et c'est pour ça que je dis, rendez-vous dans 2 ans, ou dans 5 ans, et on en reparlera de cette illusion qu'aujourd'hui vous promouvez pour qu'ils arrivent au pouvoir. Je vous dis, ce n'est pas comme ça que vous allez régler ni les problèmes de fond dont on Au final, c'est quoi la meilleure arme problèmes anti-Macronie d'après vous ? On en arrive à la fin de cette émission bientôt. Déjà, c'est d'essayer de sortir de ces querelles de chapelle qui sont fondées sur des discours qui, encore une fois, ne reposent pas sur des propositions factuelles réelles et qui, du coup, empêchent le débat réel. Vous voyez, vous reprochez à la gauche d'être dans l'illusion parce qu'elle vous parle, enfin dans le factice, enfin je reprochais moi-même d'ailleurs, en maniant des références historiques, datées, et ainsi de suite. Moi, je vous reproche de manier un fétiche, la question identitaire et migratoire, sans à aucun moment élaborer dessus. Et en n'ayant pas de proposition réelle pour sortir de l'ornière, et en fait en alimentant un marché électoral et une satisfaction qui par ailleurs est en partie merci pour la leçon. Donc ça c'est le premier point. Sur le deuxième point qui est de la question de l'anti-Macronie, et je remercie le seul joueur. Il passe des applaudissements. Il y en a eu un. Donc sur la question, encore une fois,
structurelle de la Macronie comme expression d'une défaillance systémique, pardonnez-moi d'être avoir un vocabulaire un peu trop technique, c'est tout simplement, encore une fois, remettre à bas, à la fois en termes de contrôle médiatique, mais aussi institutionnel, à travers des outils de démocratie directe, ce qu'avaient tout de suite compris les Gilets jaunes, des référendums d'initiative citoyenne, des mandats impératifs et révocatoires. Ce que ne peut pas faire le Rassemblement national. C'est pas dans cette démarche, justement, de meilleure représentativité, de démocratie participative. Nous ne propose aucune de ces mesures. À travers une purge, on va l'Élysée pour ça. Nous les proposons. À travers une purge d'un certain nombre de traîtres qui, dans les élites économiques, dans les élites médiatiques, dans les élites judiciaires, font tout pour favoriser le pillage de ce pays, notamment dans son asservissement au système économique. C'est des procureurs qui ont trahi leur mandat et leur mission pour essayer d'emprisonner ou écraser un certain nombre d'opposants, encore une fois, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'importe. C'est un certain nombre de hauts fonctionnaires, de dirigeants économiques qui ont bradé des actifs nationaux, notamment aux États-Unis, pour s'insérer dans cette mondialisation qui leur apportait de l'argent. C'est ceux qui élaborent les politiques économiques monétaires, qui favorisent la spéculation, notamment immobilière, qui fait qu'il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui ne peut plus se loger dans la grande ville. C'est comme ça qu'on combat la solitude, le sentiment des affections, l'incapacité à vivre, à être heureux, et ainsi de suite. C'est tout simplement en faisant une purge dans ce pays. Et c'est pour ça que vous me dites, je ne voulais pas la révolution qui est la mienne. Je reconnais en effet du coup là une certaine cohérence dans vos propos, parce que vous disiez tout à l'heure que vous préfériez en tout cas la guillotine aux élections là, du 30 et du 7 juillet, et là après vous dites qu'en gros les solutions qui sont proposées pour la remigration de certaines personnes qui sont incompatibles avec notre mode de vie est impossible. Dans ces cas-là il y aurait une guerre civile aussi. Donc en effet je vous félicite, là la guerre civile vous l'aurez, vous aurez le sang qui coule dans les rues, parce que vous ne pourrez pas forcer deux peuples qui ne veulent pas vivre ensemble à vivre ensemble. Et le fait est qu'aujourd'hui une écrasante majorité de Français n'a pas envie de vivre avec des gens qui sont à l'opposé, aux antipodes de leur mode de vie. Donc vous aurez la guerre civile. Ce que j'espère, dans ce qui n'est pas une proposition de guerre civile, mais au contraire une tentative d'inhibition de cette guerre civile, c'est qu'à nouveau, on puisse replacer dans l'espace public des débats sur des questions qui concernent les Français directement et pas des débats instrumentaux qui cherchent à les diviser, à leur faire violence. Et peut-être que ça nous aidera à régler un certain nombre de conflictualités latentes et de violences croissantes au sein de cette société et de les rapprocher les uns des autres. Peut-être. Et peut-être pas. Mais en tout cas, les solutions qui sont aujourd'hui proposées dans l'espace politique ne suffisent pas à cela. Et j'ai une dernière critique sur mon camp, sur la gauche aujourd'hui dans le programme tel qu'il est. J'en ai quelques-unes, mais il y en a une qui m'apparaît fondamentale, qui est sur la politique économique, parce que c'est des questions qui déterminent les conditions matérielles d'existence. Je ne suis pas marxiste, mais quand même un peu, déterminent les questions identitaires aussi. Et c'est important. Juste là-dessus, la politique économique qui est proposée par aujourd'hui le nouveau front de gauche, le nouveau front populaire, je veux bien entendre que ça a été fait rapidement et ainsi de suite, mais c'est avant tout une politique économique de la subvention, c'est-à-dire l'augmentation des APL, l'augmentation d'un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses de flux, voilà, de relance keynésienne à un moment où la consommation les biens de consommation ne sont pas produits en France, donc le bénéfice économique pour la France sera très faible. Alors que ce qu'il nous faudrait, c'est justement investir dans des choses qui sont concrètes, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'université et la recherche, des résultats qui recréent de l'adhésion au système français dans les écoles. Si vous avez une école à 10 ou à 15 élèves... Allez, le mot de la fin. Des écoles à 10 ou 15 élèves, vous allez voir comment vous pouvez résorber beaucoup plus facilement les failles identitaires, les différences culturelles, que dans des écoles à 30 ou 40 élèves dans lesquelles vous n'avez même pas le temps d'ingurgiter quoi que ce soit qui concerne ce que vous appelez les valeurs traditionnelles françaises. Monsieur Branco, très rapidement, je le dis avec tout le respect que j'ai pour la qualité des échanges que nous avons eus et pour l'intelligence que je sais être la vôtre, j'ai le sentiment que vous avez en fait une analyse néo-marxiste superstructurelle liée à l'oligarchie qui fait que vous démonétisez toute forme de grille de lecture différente. Vous démonétisez toute forme d'analyse différente de la société telle que moi je peux par exemple la concevoir et vous avez le droit de ne pas être en accord avec, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup vous passez à côté d'un certain nombre de choses essentielles et me semble-t-il, vous qui êtes quelqu'un unanimement reconnu comme étant assez intelligent, ça n'est peut-être pas à votre hauteur. Je pense pas, parce que je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a une... Encore une fois... Allez, le mot de la fin vous revient, Juan Branco. Il y a, encore une fois, dans votre camp et de façon générale en France, il y a un manque d'offres identitaires, en fait, y compris à gauche. C'est-à-dire, en fait, quel est le modèle de société que l'on propose et que l'on rend désirable. Et honnêtement, on s'est inscrit dans un système libéral pas en termes de politique. En effet, vous avez raison sur la dépense publique, ainsi de suite, c'est très élevé, mais en termes d'organisation de la société. Vous voyez, il y a aussi une question de valeurs comme l'honneur et ainsi de suite qui sont complètement effondrées dans cette société et ce qui génère beaucoup de violence. Et il n'y a pas d'offre à ce niveau-là, il n'y a pas de réorganisation. Donc c'est normal que vous ayez des leaders spirituels ou culturels qui, par exemple, dans les populations de banlieue, à travers le fait religieux, vont essayer de proposer
des alternatives, et nous, on ne les a pas, ces alternatives à proposer. Je suis désolé. Et personne, à ce niveau-là, ne propose à des Français des points de ralliement et de réorganisation de la société qui nous permettent de nous rassurer. Et les crises que l'on est en train de connaître sur un certain nombre de domaines sociétaux, elles doivent nous alarmer à ce niveau-là. À ce niveau-là, et c'est pas les réactions défensives qui sont les vôtres, à mon avis, ne sont pas la réponse à cette crise. Et c'est pour ça que je vous dis, rendez-vous dans 5 ans, vous allez voir. Vous allez en fait probablement être dans une aggravation ou au pire dans une stagnation par rapport à la crise identitaire que connaît la France aujourd'hui. Eh bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup, Juan Branco. On va terminer avec les dessins d'Ignace qu'il a produits pendant cette émission et ce débat. Je suis peut-être pour la guillotine, mais je veux la fin de cette guerre otanesque. Et on voit donc, c'est vous, sans doute Juan Branco, je pense. Un autre dessin, Mbappé, Macron, Hanouna. Il faut changer l'équipe de France. On peut t'applaudir, mon cher Ignace. Le macronisme n'est pas compatible avec la religion, car Dieu vomit les tièdes. Voilà, joli. Enfin, c'est moi ou le chaos, immigration, insécurité, dette. Et on voit donc Emmanuel Macron devant un graphique. Et puis, donc, on termine avec le cadeau pour l'invité principal. Donc, il a fait pendant, voilà, on va la montrer, le portrait donc, de Roi. Avec un sourire au moins, voilà. C'est pas mal. En tout cas, c'est fait en direct. On peut l'applaudir bien fort. Voilà pour vous, mon cher Juan Branco. D'ailleurs, au passage, si vous ne pouvez plus voir Macron en peinture ou en caricature, eh bien vous préférez d'autres caricatures ou portraits, vous pouvez les commander sur le site d'Ignace, donc designace.com. On voit le lien apparaître à l'écran. Et puis j'en profite aussi pour à nouveau rappeler donc votre dernier ouvrage, c'est ça, Juan Branco, ça s'appelle Parole et c'est toujours aux éditions Au Diable Vauvert. Donc voilà, on encourage tout le monde à se le procurer, je suppose, sur la boutique de TVL, donc sur notre site. On va remercier tout le monde, à commencer d'abord par les sociétaires d'un soir. Donc je précise Jérémy Marquis, Romain Maréchal, Yanis Zalouche et Denis Sielski. Et j'aimerais qu'on remercie toute l'équipe autour de Bistro Liberté. Tout d'abord à la réalisation, Raphaël, on peut l'applaudir bien fort. Au son, très important, le son, Pierre ainsi qu'Édouard. Au cadre, c'est-à-dire derrière toutes les caméras, il y avait ce soir Charles, Thomas et Maxime. À la production, Martial, Arnaud et bien sûr Marine. Et enfin, à l'ouverture de bouteille, Charles Mathieu. Et puis j'aimerais surtout qu'on applaudisse bien fort le public. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines. Ce sera un Bistro Liberté spécial. Et on commentera bien sûr les résultats de ces élections législatives. On vous souhaite une très bonne soirée. À dans 2 semaines. Bye bye.